Bienvenue dans votre émission Santé pour tous, émission préventive qui démocratise l'accès à des informations autour de la santé et du bien-être en famille. Dans cette émission, nous allons parler des addictions. À ce titre, nous avons invité le docteur Francis Ndé, tabacologue spécialisé en santé publique et épidémiologie. Il est le cofondateur de Prevent ASBL. D'ailleurs, il nous a ramené des super t-shirts et d'ailleurs, je le remercie. Donc, pour nos auditeurs qui nous regardent, on a des super t-shirts. Et donc, monsieur Dr Ndé, il est cofondateur de l'ASBL Prevent, une association axée sur la promotion de la santé via des campagnes mobiles. Donc, il utilise un petit bus spécial, le Proxibus Santé. Notre docteur propose des dépistages pour le VIH, le diabète, les maladies cardiovasculaires. Il lutte activement contre le tabagisme et c'est à ce titre aussi que nous l'avons invité aujourd'hui et les addictions. Donc merci d'être avec nous. Avec plaisir. Nous avons aussi le docteur Khalil, pédopsychiatre au centre pluridisciplinaire Lerny, fondateur et formateur du programme Globule dont nous avons déjà entendu un tout petit peu parler la fois passée. Un super chouette programme et j'invite nos auditeurs à aller consulter la page Facebook de Globule et le site internet. Vous êtes également médecin référent au sein de 2 centres de structures d'hébergement pour jeunes, la Cité Joyeuse et Chapelle de Bourgogne. En plus de votre formation de médecin, vous êtes thérapeute systémicien spécialisé dans le bien-être psychologique et le développement personnel. Bienvenue Toufik, merci d'être avec nous. Merci. Nous avons également Monsieur Boucher-Antoine, formateur, intervenant en prévention au sein de diverses institutions. Vous êtes chargé de communication chez Infordrogue. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, bonjour. Bonjour. Alors, l'émission est réalisée en collaboration avec l'Espace Santé Famille, situé chaussée de Louvain, 51 à Saint-Josse. Vous êtes en direct sur Arabelle FM au 106.8. Nous répondons également à toutes vos questions via la page Facebook de l'émission Santé pour tous. Alors, les addictions sont un phénomène de santé répandu qui impacte la santé physique et psychologique des consommateurs. Par exemple, selon les chiffres du SPF Santé, le tabagisme est la première cause de décès évitable en Belgique. En effet, sur tous les décès, par exemple par accident de la route, c'est celui qui est qui est beaucoup plus nombreux et d'ailleurs même 7 fois plus nombreux que le suicide. Donc, on meurt beaucoup plus. Il y a plus de probabilité de décéder à cause du tabac plutôt que par la route ou par le suicide. L'addiction, c'est un fléau qui touche toutes les couches de la société. Donc, c'est pas uniquement réservé à une certaine classe de la société. C'est tout le monde qui peut tomber dans l'addiction. Elle engendre également des coûts importants. Donc, par exemple, en 2012, le montant des coûts directs atteignait 615 millions d'euros, entre autres pour les soins de santé, etc. Et le montant des coûts indirects s'élevait à 746 millions d'euros, lié aussi à la baisse de productivité. À cela, il faut encore ajouter 12 milliards d'euros de coûts invisibles, des coûts liés au décès prématuré, au nombre d'années de vie vécues avec la maladie, etc. Donc, en plus de cette période anxiogène de Covid, les comportements addictifs peuvent être renforcés aussi par l'arrêt brutal de la vie sociale, culturelle et économique. Et donc, c'est dans ce contexte particulier que des acteurs de terrain continuent à travailler avec tout ce qui est en lien avec les addictions et à aider les personnes qui souffrent d'addiction. Et donc, je vais commencer avec le docteur Ndé. Pourriez-vous nous dire déjà qu'est-ce que c'est qu'une addiction ? Merci de m'avoir invité et de m'accorder l'occasion de parler du tabagisme. C'est un sujet qui me tient à cœur. Et donc, ici, les addictions, on peut dire clairement que c'est une pathologie cérébrale qui va être définie par une dépendance à un produit ou à une activité ou à un phénomène auquel on est finalement attaché du fait qu'on ne peut pas s'en défaire. Donc, on va avoir un comportement plutôt compulsif et tendance, c'est-à-dire on a envie de quelque chose qui est connu pour entraîner des conséquences délétères. Donc, on va être plus appelé à cela. On va avoir aussi une caractérisation par une perte de contrôle quand on a envie, pourtant motivé, d'arrêter. Mais on ne peut pas, mais on est tellement lié. Et finalement, on va avoir un état émotionnel négatif si on n'en a pas, si on n'a pas l'occasion de pratiquer l'objet de notre addict. Et donc, c'est simplement défini. Évidemment, les mécanismes sont encore
plus complexe que ça, mais globalement, c'est un peu ça l'addict. Et alors, on peut être addict à tout, hein, plein de choses. Hein. Le sport, c'est la meilleure addiction, ça je l'aime bien. Maintenant, on peut avoir l'alcool, les drogues et bien d'autres choses, et même des shopping. Hein. On peut avoir. Pour les femmes, non, ça fait cliché. Je n'ai pas dit ça, mais voilà, dis simplement ce que c'est l'addiction. D'ailleurs, Dr Khalil nous parlera des addictions au sucre pour les enfants. Hein, justement. Parce que Dr Khalil, il travaille en tant que pédopsychiatre. Mais justement, je reviens vers Monsieur Boucher. Vous travaillez dans le domaine des addictions aux drogues. Et donc, on parle de drogue dure, de drogue douce. Pour nos auditeurs, quelle est la différence entre drogue dure et drogue douce? Et à partir de quel moment peut-on dire qu'on est dépendant et qu'il y a une addiction? Alors, bon voilà, en général dans la société, il y a effectivement la distinction que vous avez mentionnée entre ce qu'on pourrait appeler les drogues dures et drogues douces. Grosso modo, dans le grand public, dans le discours social tel qu'on l'entend généralement, on entend par drogue dure les drogues qui amènent en général une addiction assez rapide, et les drogues douces, celles qui amèneraient une addiction beaucoup moins rapide, on serait moins vite accro ou pas accro du tout. Alors, le problème pour nous, c'est que la question est beaucoup plus complexe que ça, et je vais essayer de l'expliquer rapidement. Donc en fait, avant qu'il y ait une addiction, il y a d'abord un comportement qui est, bon voilà, je consomme cette drogue ou de l'alcool, ou bien comme le docteur Ndé l'a dit, j'effectue un comportement de sport, d'achat, enfin bon, tout ce type de comportement. En fait, je ne vais le répéter que si ce comportement va m'apporter quelque chose, évidemment quelque chose que je souhaitais avant de mettre en œuvre ce comportement. Et donc, en clair, je ne vais répéter le comportement en question que si le besoin que j'avais a été assouvi. Et donc, quand il n'est pas assouvi, en général, je vais arrêter. Et donc, c'est ça qui explique qu'il y ait des comportements d'addiction, enfin, en tout cas, de répétition de comportements envers le même produit. Par exemple, si je prends l'alcool, qui est un produit où un assez grand nombre de gens sont dépendants, ce qu'on appelle des alcooliques, mais on remarque aussi que énormément de gens ne sont pas du tout dépendants de l'alcool. Et donc, ça montre bien que ce n'est pas le produit en tant que tel qui serait une drogue dure ou une drogue douce. C'est-à-dire que l'alcool, pour certaines personnes, ça va être considéré comme une drogue dure, et pour d'autres, ça va être considéré comme une drogue douce. Idem pour n'importe quel autre produit, le cannabis, ou des comportements tels que ceux qui ont été évidemment énoncés, c'est-à-dire que tout le monde. Donc, excusez-moi de vous couper, ça dépend en fait de la relation que la personne a avec le produit. C'est plutôt ça. Ça dépend surtout de la personne en fait. Nous, on ne considère pas du tout que ça existe des drogues dures ou des drogues douces, mais c'est simplement la dépendance, elle va venir 100% de la personne, des besoins qu'elle a. Et donc, notre définition de la dépendance, c'est vous n'êtes dépendant à un comportement ou à un produit que si c'est votre seule solution pour remplir le besoin que vous avez en consommant ce produit. Si c'est votre seule solution, vous allez en être dépendant. Si vous avez plusieurs solutions, le sport, une drogue, le tabac, que sais-je, eh bien, vous n'allez pas être dépendant, parce que si cette solution vient à vous manquer, vous en avez une autre. Le problème, c'est quand vous êtes dépendant, que vous n'avez qu'une seule solution. Si cette solution manque parce que vous avez eu un accident, vous pouvez plus faire du sport, ou le magasin d'alcool est fermé, ou votre fournisseur de drogue est justement parti ou s'est fait arrêter, ou que sais-je, vous n'avez plus ce produit, eh bien là, vous allez être évidemment en manque, en problème, et donc vous n'allez plus savoir remplir le besoin que vous aviez. Et ça va vous poser beaucoup de problèmes. Vous voyez la différence? Oui, je comprends. Je vois la différence. Et c'est vrai que pour le commun des mortels, entre guillemets, mais pour certains disent, les drogues dures, ce sont les grosses drogues, genre héroïne, cocaïne, etc. Et les drogues douces, ce seront plutôt un petit joint de temps en temps, un petit verre de vin, quelque chose de pas très très grave. Oui, mais alors, c'est aussi un discours qui va justifier une loi d'interdiction. Mais aussi une loi d'interdiction, on a interdit certains produits en disant, attention, ça c'est des produits très 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 dangereux, et c'est pour ça qu'on les interdit. Mais en fait, ça ne tient pas debout cette histoire-là, et c'est pour ça qu'on a cet échec sans
sempiternelle, si je puis dire, de la chasse aux drogues, parce que on part sur des bases vraiment compliquées, comme si c'était le produit qui était à la base de tous les problèmes. Mais c'est pas ça. Et donc, évidemment, c'est une chasse qui ne mène à rien depuis maintenant presque un siècle. Une chasse aux produits, on essaye de les arrêter, on met la police et tout ça. Mais les gens, ils ont des besoins et c'est surtout ça qui leur pose problème. Et quand ils ont qu'une solution, parce que effectivement il y a certains produits pour certaines personnes comme l'héroïne, c'est une solution très très forte parce que c'est un produit qui va être assez efficace par rapport à certains problèmes. Si on règle pas les problèmes des gens, qu'on fait la chasse à l'héroïne, ben ça ne fait qu'augmenter finalement les problèmes des gens et donc ils ont encore plus de motivation à consommer des produits, etc. Donc on est dans une espèce de cercle vicieux par rapport à ça parce qu'on part sur une définition mauvaise de à quoi ça sert tout ça. On ne se rend même pas compte que ça répond à des besoins essentiels de la population. C'est ça le problème. On pense que la drogue, elle vient, je ne sais pas, de la lune. Mais qu'est-ce qui fait que la population se retrouve à avoir ce type de besoin? C'est ça la réelle question. Tout à fait. Et donc ça, ce sont les besoins humains finalement. Ce sont essentiellement des besoins liés à nos émotions. Donc nos émotions, elles sont parfois extrêmement difficiles à gérer. Oui. Et donc les systèmes anciens de gestion des émotions, parce qu'on est dans une société essentiellement individuelle, qui répond, toutes les réponses doivent venir des individus et non du social, non du relationnel. Et donc ça mène aussi à des impasses. Et quand vous devez gérer tout seul une émotion assez forte, c'est compliqué. Vous avez la solution qui existait avant, c'était la solution communautaire. On allait discuter avec ses parents, son mari, ses enfants, etc. Et de plus en plus, maintenant, l'injonction de la société dit « tu dois être capable de gérer ça tout seul ». Et être capable de gérer ça tout seul, très peu de gens en sont capables. Et donc, très vite, on leur dit allez voir tantôt un psychologue, tantôt un médecin, tantôt un psychiatre, et tantôt gère comme tu peux avec des produits. Et donc les produits, c'est tantôt des médicaments, des calmants, tantôt des drogues, tantôt de l'alcool, etc. Donc ça, c'est une manière, c'est une évolution de notre société qui est liée à cet individualisme, au fait de devoir gérer des émotions parfois extrêmement fortes. Si vous avez eu des accidents, des traumatismes dans votre enfance, etc., ça peut vous poursuivre toute votre vie. Alors, tout le monde n'est pas non plus capable de faire des psychothérapies, etc., où n'a pas cette culture-là, où n'a pas l'argent, ou etc., où c'est compliqué. Et donc, on ne veut pas remuer tout ça parce que c'est extrêmement douloureux aussi pour certaines personnes. Et donc, on va avoir tendance à enfouir tout ça. Et une des manières d'enfouir tout ça, de cacher ça au fond de son cerveau, c'est de prendre des calmants. Et les calmants du cerveau, ça peut être de l'alcool, ça peut être de l'héroïne, ça peut être du cannabis, etc. Donc ça, c'est les drogues calmantes, évidemment, mais qui sont liées parfois à des émotions fortes qu'il faut évidemment pouvoir gérer pour continuer à vivre en société. Si vous gérez pas ces émotions très fortes, vous ne savez tout simplement pas fonctionner en société. Et donc, c'est indispensable pour une série de personnes. Oui, et donc on a vu aussi que du coup chez les enfants ça peut exister aussi les addictions et c'est pour ça qu'on avait aussi invité Dr Khalil parce que là on peut parler chez les adultes, mais tiens, est-ce que ces addictions finalement, il y a certaines addictions qui existent aussi chez les enfants et en plus en cette période Covid on a vu des nouvelles addictions, enfin des addictions qui étaient peut-être déjà présentes mais qui se sont un petit peu amplifiées, notamment vis-à-vis des écrans, donc on en parlera un peu aussi. Mais est-ce qu'il y a des addictions, Dr Khalil, qui sont spécifiques aux enfants et aux adolescents et comment on peut détecter que c'est vraiment une addiction chez l'enfant et chez l'adolescent? D'accord. Donc je vais rebondir en même temps et faire le lien avec les deux interventions précédentes avec lesquelles je suis tout à fait en harmonie. Et donc les enfants aussi sont concernés par la même définition. Et donc je vais préciser que, voilà, pour simplifier un petit peu, pour moi, une addiction, ça va être la rencontre entre un produit ou un comportement ou un élément X qui a un potentiel addictogène. Parce que, je connais pas des gens addicts aux courgettes. Le potentiel addictogène de courgettes est très faible, voire inexistant. Et donc, il y a un produit et en face, il y a une personne qui a aussi un niveau de vulnérabilité par rapport à tel et tel produit. Je peux être
je sais pas moi, très résistants aux écrans, mais plutôt vulnérables à des produits autres X ou Y. Et donc, si on a un produit addictogène et à côté on a une personne qui est donc vulnérable à ça, on va probablement avoir un gros risque d'avoir une addiction. Et après, il y a l'environnement, il y a le temps de la rencontre, etc. Et donc les enfants sont tout à fait concernés, les enfants adolescents sont tout à fait concernés par ça. Maintenant, petite parenthèse, l'adulte n'est finalement qu'un grand enfant quelque part, avec tout le respect pour les adultes, j'en fais partie. Et il y a beaucoup d'approches aussi qui s'adressent à l'adulte en disant on s'adresse à l'enfant qui est dans l'adulte. Il y a beaucoup d'approches comme la PNL, etc. On va vraiment parler à l'enfant qui est en nous. Et donc, c'est en ça que la pédopsychiatrie est quelque part une nouvelle branche, mais qui fait partie de la psychiatrie. Et dans notre formation, on fait de la psychiatrie adulte et on est amené à rencontrer des adultes et les familles, etc. Donc ça, c'est une chose. Alors après, avec l'intervention de M. Boucher, j'aimerais venir, en effet, rappeler l'importance des émotions dans les questions des addictions, mais un peu dans tout. Mais en particulier dans les addictions, parce qu'on verra plus tard peut-être dans l'émission un peu le mécanisme d'une addiction et l'aspect donc cérébral, etc. Mais de nouveau se dire que l'addiction, elle est là, elle a une histoire, mais elle a aussi une fonction. C'est un peu qu'on me disait, ok, on va enlever ça, mais qu'est-ce qu'il y a avant, hein, cette consommation est venue peut-être se mettre en réponse à un manque, à un besoin. Et c'est souvent, voilà, quand on travaille les sevrages en psychiatrie adulte, etc., on peut sevrer un patient médicalement, il est à l'hôpital, etc., il est sevré. Donc le côté chimique est géré, cérébral est géré. Mais après, si on ne traite pas le pourquoi il consommait, il va recommencer, il va rechuter ou il va aller vers d'autres. Donc les enfants sont tout à fait concernés par tout ça. Et je pourrais alors tout à l'heure développer... selon moi, ce qui est particulièrement maintenant dangereux comme addiction chez les enfants, donc notamment tout ce qui est problématique que je résumerai dans la problématique donc digitale et numérique. Là-dedans, il y a les jeux vidéo et au niveau alimentaire, l'addiction au sucre. Oui. Ok, je vous remercie beaucoup. Alors, on va devoir tout doucement s'arrêter pour une petite pause, d'accord ? Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans quelques instants. Là, on a posé le cadre, on a vu un peu de quoi étaient capables nos invités. Je vous remercie et je vous dis de toute façon, à tout de suite. Restez avec nous, on parle des addictions sur Arabelle FM. Nous sommes de retour dans votre émission Santé pour tous. Aujourd'hui, nous parlons d'addiction avec Monsieur Boucher qui travaille à Infordrogue, avec le docteur Khalil qui est pédopsychiatre et le docteur Ndé qui est tabacologue et qui est aussi épidémiologiste. Donc, avant la pause, chacun avait un petit peu présenté qu'est-ce que c'était finalement une addiction, hein. Il y a beaucoup d'idées préconçues, beaucoup de croyances. Nous avons vu que justement, il n'y avait pas que le produit qui était concerné par l'addiction, il y avait aussi quelque chose qui appartenait peut-être au niveau intrapsychique à chaque personne par rapport aux addictions et par rapport à sa manière de fonctionner, par rapport aussi à ses émotions. On en reparlera peut-être après. Alors, justement, je reviens vers Monsieur Boucher. Suite à tout ce qui a été dit tout à l'heure, il y aurait peut-être alors des facteurs prédisposants peut-être à l'addiction ? Alors, nous, ce qu'on voit comme facteur prédisposant, c'est surtout des facteurs culturels. Donc, comme je l'ai dit, en fait, nous, l'addiction, c'est donc une manière singulière de répondre à des besoins. Et donc, forcément, on va répondre à nos besoins en fonction de ce qu'on a vu. Bon, par exemple, évidemment, on grandit dans une famille, dans un milieu culturel donné, où on va observer que nos parents, nos amis, nos relations au sens large, quand ils sont confrontés
confrontés à une difficulté de type gérer nos émotions, comment faire pour aller vers les autres, comment se construire une identité, des choses vraiment de cet ordre-là. Mais quelles solutions ils mettent en œuvre? D'abord nos parents, évidemment. Donc nos parents ont une difficulté, nos parents ont une joie, etc. Et nous, les enfants, on va voir ce qu'ils mettent en œuvre. Est-ce qu'ils vont déboucher une bouteille de champagne? Est-ce qu'ils vont téléphoner eux-mêmes à leurs parents? Est-ce qu'ils vont discuter avec les voisins? Tout ça, c'est des manières de faire avec les émotions qui vont les habiter. Et donc nous, enfants, on va évidemment avoir tendance à reproduire ces comportements. C'est tout à fait normal. Alors évidemment, il y a des enfants d'alcooliques qui sont totalement opposés à l'alcool. C'est évident parce qu'ils voient des effets délétères de la consommation d'alcool. Donc ça ne veut pas dire non plus qu'on est 100% évidemment géré par ce qu'ont mis en œuvre nos parents. Bien entendu que non, mais c'est la première chose, c'est notre première façon de faire avec tout ça, c'est de copier finalement notre environnement familial, amical, etc. Mais donc on pourrait être plus sujet à développer une addiction si dans notre environnement familial, nous avons vécu, en voyant peut-être les adultes ou la manière de gérer les émotions, ou la manière de gérer une consommation d'une certaine manière. Donc même si par exemple on est contre l'alcool parce que on a vu les effets délétères, mais on pourrait être peut-être plus sensible à un autre type de produit par exemple. Je sais pas. Oui, ça peut évidemment s'expliquer de cette manière-là. Donc, on voit que nos parents n'ont qu'une manière de faire, etc. C'est vrai que ça n'est pas un contexte aidant. Au plus, on va être avec des compétences variées qui vont nous être transmises par nos parents, parce que eux ont trouvé de nombreuses solutions quand ils reçoivent une facture super lourde, quand ils perdent leur travail, etc. Comment ils vont faire avec ça? Au plus, évidemment, je vais les observer, mettre en œuvre des solutions différentes et variées. Au plus, moi, ça va me donner des compétences qui vont me servir toute ma vie par rapport à ces émotions-là. C'est clair. Donc, si je vois tout le temps c'est la même chose, etc., ça ne va pas m'apprendre, moi, différents comportements, différentes solutions à mettre en œuvre. Donc, ça, c'est évident. Donc, ça ne veut pas dire non plus qu'adulte, je ne vais pas être capable, moi, d'en découvrir par moi-même et de sortir de comportements addictifs qu'avaient, par exemple, mes parents ou des amis, etc. Il y a aussi l'expérience de vie, évidemment. Évidemment, ça compte très très fort, mais nous on ne pense pas qu'il y ait des comportements par exemple qui soient liés à des codes génétiques comme quoi la dépendance serait génétiquement marquée, etc. Nous on pense qu'effectivement il peut y avoir des influences de type culturel au sens large, donc d'où on vient, etc. et surtout de ce qu'on a vu comme solution mise en œuvre. C'est plus ça nous qu'on verrait comme influence qui pourrait marquer quelqu'un vers la dépendance, quoi. Merci. Du coup, Dr Ndé, en tant que tabacologue, à partir de quand est-il recommandé de consulter un professionnel pour la consommation de tabac? Alors, en matière de tabagisme, ici, je vais probablement utiliser une de mes déformations professionnelles qui relève de ma casquette de spécialiste en santé publique pour dire qu'il faut déjà anticipativement prévenir le tabagisme. Ça veut dire que il faut savoir que dans le cycle de consommation du tabac, on a l'observation, la personne qui ne fume pas, qui contemple, qui regarde, et puis qui s'engage et qui commence à fumer pour diverses raisons. Puis qui est dans le cycle du tabagisme, et ça s'appelle un fumeur heureux, entre guillemets. C'est une appellation que j'aime pas trop parce qu'il n'y a pas vraiment de fumeur heureux. Chacun sait quelque part que ça ne va pas. Mais bon, ça s'appelle un fumeur heureux. C'est celui qui fume et qui n'a apparemment aucun problème. C'est-à-dire que vous constatez en tant que médecin, vous vous dites, il a un problème de santé, vous sentez dans les poumons que ça ne va pas. Et dès que vous posez la question sur le tabac, il est sur la défensive. Il vous dit, moi je fume, ça me va très bien. Il y a aussi de la pollution atmosphérique, ne m'embêtez pas. Donc c'est le fumeur heureux qui ne veut rien entendre. Il est dans une phase de fermeture. Puis il y a celui qui prend conscience de l'effet du tabagisme sur son organisme et qui est embêté par la cigarette, mais qui fume quand même encore. Ça, c'est un bon moment parce que c'est le moment opportun, parce qu'il y a une prise de conscience du problème. Quand on ne sait pas qu'il y a un problème, c'est difficile. Il faut même pas y aller parce qu'on va perdre beaucoup de temps. Il y a ce qu'on appelle l'entretien motivationnel, mais pour les personnes qui sont happy smokers, comme on dit, c'est pas la peine, c'est beaucoup d'énergie. C'est la personne qui prend conscience du danger, mais alors il faut savoir quel est ce moment. Et ça, c'est difficile parce que chacun a conscience de cette situation à un moment précis, mais nous, en tant que tabacologue, on n'est pas nécessairement au courant.
Donc, d'où les campagnes de sensibilisation pour dire aux gens, attention, quand vous en êtes conscient, c'est à ce moment qu'il faut consulter un tabacologue parce qu'à ce moment, il vous aide. Il y a moyen d'arrêter de fumer spontanément, mais c'est 5% des fumeurs. C'est vraiment difficile. Mais la personne qui se fait accompagner par un tabacologue ou un spécialiste qui a une certaine formation dans la matière, ça peut être un généraliste également et autres, mais qui a des compétences de tabacologue, c'est quand il y a ce déclic. Ce déclic ne suffit pas pour arrêter de fumer. Mais si on est accompagné par un tabacologue, on augmente ses chances d'arrêter de fumer. Ça, c'est l'idéal. Maintenant, ça, c'est pour monsieur tout le monde qui fume. À côté de cela, j'ai quand même envie de dire que le déclic, le moment qu'il faut consulter un spécialiste pour un enfant, un jeune, c'est quand ses parents constatent aussi. On peut le faire spontanément, même s'il est dans cette phase qu'on va dire happy smoker, il n'en est pas très conscient et on peut solliciter un tabacologue qui peut faire un entretien motivationnel. Avec un jeune, par exemple. Tout à fait. Et alors, je prends aussi le cas de la femme enceinte. Idéalement, dès qu'on est... Déjà, il ne faut pas fumer. Ça, c'est le grand classique. Mais si une femme enceinte va être enceinte ou si elle tombe enceinte et qu'elle fume, il faut vraiment se faire accompagner pour plusieurs raisons, pour elle-même, mais aussi pour le bébé. Parce que ce gamin n'a rien demandé et il va avoir des conséquences, ça c'est certain. Donc, il y a des moments spécifiques comme ça où il faut solliciter un spécialiste. Et donc, parce que vous parliez des campagnes, mais moi quand je vois rien que les paquets de cigarettes, ils font peur, hein. Ils montrent des gens très malades, mais ça, y en a, ça leur fait rien du tout, hein, donc. Exactement, c'est ça qui est très impressionnant et il faut parler justement de ces campagnes. Quand je parle de campagne, effectivement, c'est vraiment au-delà de juste ces affiches sur des paquets qui finalement n'ont pas un impact comme on pouvait l'imaginer. Les fumeurs, malgré les images choquantes qui peuvent nous choquer, nous autres qui ne fumons pas éventuellement, pour un fumeur qui est justement dans cette phase de happy smoker, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, il peut voir quelqu'un tomber à côté de lui en fumant parce qu'il a tiré sur une cigarette, que ça ne le découragerait pas parce qu'il est dans une phase où il est fermé, comme je disais. Est-ce que vous pensez que si on commence la prévention tôt, ça peut avoir un impact différent? Parce que moi, je me souviens que, par exemple, mes enfants avaient participé à une activité, ils sont jeunes, hein, donc, et justement, ils m'avaient raconté, oh maman, on a vu les poumons de quelqu'un qui fume, c'était tout noir, donc ils avaient été visiter quelque chose, je crois que ça devait être avec Cap Science ou quelque chose comme ça, mais du coup, ça les avait fort marqués et ils ont ce rapport, du coup, à la cigarette en disant mais c'est super mauvais, les poumons étaient vraiment noirs, ça sointait, c'était vraiment, et ça les avait vraiment. Bon, alors après l'idée c'est quand même pas de choquer les gosses, hein, parce non, que mais je me dis, est-ce que le fait de peut-être faire des campagnes préventives mais un peu plus jeunes ou peut-être un peu avant l'adolescence ou au début de l'adolescence, est-ce que ça peut avoir un impact sur l'adulte? Le tabagisme, normalement, si on ciblait justement les jeunes avant qu'ils ne commencent, puisque les études montrent que les fumeurs adultes qui n'arrivent pas à s'en sortir, il y en a qui disent que s'ils avaient su, ou alors s'ils avaient été sensibilisés avant de commencer, ils n'auraient jamais commencé. Ah oui, voilà. Donc la cible idéale pour la prévention du tabagisme, c'est les jeunes qui sont encore tout petits, qui ne fument même pas. Et vous parliez de votre enfant, ma fille, c'est pareil, mes enfants, je les sensibilise régulièrement et je vous assure, quand je roule avec ma fille et qu'elle voit une dame avec une poussette qui fume, elle est choquée, elle me dit, mais papa, regarde. Parce qu'elle a tellement écouté mes propos. Les pauvres, on milite et ils sont avec nous. Voilà. Donc, ils vont développer d'autres types de caractères plus tard. C'est effectivement ça, et c'est l'idéal vraiment. Et alors, dans ce combat, puisque vous avez ouvert la boîte de Pandore, il y a quelque chose qui me frustre, et sérieusement, c'est que, encore avec ma fille, qui m'a mis la puce à l'oreille, on sortait d'une grande surface, et c'est à la caisse qu'il y avait des paquets de cigarettes. Et c'est à la caisse qu'il y a embouteillage, qu'il y a ralentissement. Vous voyez, donc, on est aussi dans une société quelque part qui... Les médias ont un rôle à jouer aussi là-dedans. Oui, et même dans les films, on voit plein de gens qui fument, etc. Donc, on a une société qui est favorable à cela et c'est très énervant, c'est très choquant, c'est très frustrant. Je vous dis encore l'exemple le plus banal ici à la caisse d'une grande surface. C'est là où on traîne vraiment. Et là, même si vous aviez oublié quelque chose dans les rayons, là, vous avez le temps de bien voir, ah tiens, ma cigarette, et tac, vous la prenez. C'est terrible, on dirait qu'il y a un encouragement. Mais bon, ça c'est un sujet assez compliqué. C'est là aussi où il y a les bonbons, Dr Khalil. À la caisse, il y a les bonbons et les cigarettes. On dirait que certains ont compris comment vendre. Oui, voilà, c'est ça. Et la psychologie n'est pas utilisée qu'à des bonnes fins, un peu comme tout. Hein. La science en général n'est pas utilisée qu'à des bonnes fins. Oui, tout à fait. Du coup, je reste avec vous, Dr Khalil. Vous qui travaillez auprès des jeunes, à quoi alors on doit être attentif pour faire cette prévention par rapport aux jeunes?
Donc c'est une question bien évidemment très large qui nécessite une réponse large et globale, d'où la nécessité de développer des outils qui ont une approche globale. Et donc petite parenthèse un peu avec le projet que j'ai fait, le fait de dire si on veut aider quelqu'un, il faut agir sur une série de composantes. Je pense que l'addiction est un bon exemple, hein, donc on ne peut pas juste amener des solutions préventives que pour l'addiction. Parce que si à côté de ça, le jeune ne sait pas gérer ses émotions, ne sait pas gérer son énergie, ne sait pas gérer ses projets, n'a pas de rêve, etc., il aura d'autres soucis. Et donc, ce qui est chouette auprès des enfants, et on l'a cité, c'est que les enfants sont très réceptifs. C'est chouette, mais c'est aussi le revers de la médaille, c'est qu'ils sont réceptifs à tout. Hein, ils peuvent prendre le bon comme le mauvais. À nous un peu de voir qu'est-ce qu'on veut écrire dans cette belle page blanche. En tout cas, en tant que pédopsychiatre, mon rôle au quotidien, c'est de expliquer, conscientiser les parents, parfois les intervenants qui travaillent avec les enfants, au fait qu'il y a ce risque d'addiction. Et comme j'ai dit tout à l'heure, sensibiliser au fait qu'il y a des produits qui ont un potentiel dans ce domaine-là et auxquels on peut être accro, contrairement aux courgettes. On revient avec cet exemple-là. Et c'est un phénomène tellement nouveau, par exemple, les addictions quand même à tout ce qui est numérique. Sur une dizaine d'années, on n'a pas vu venir ça, que c'est comme s'il n'y a pas encore de prise de conscience. Ouais. Hein, donc on voit encore beaucoup de parents donner, par exemple, le téléphone à un enfant de 2 ans sans se rendre compte qu'il est en train, quelque part, de lui donner quelque chose de très délétère. Alors que peut-être on a plus de recul vis-à-vis du tabac, et ça, je veux peut-être faire un peu le parallélisme. C'est intéressant, peut-être Monsieur Ndé sait bien que si on revient quelques années avant, on va tomber sur la publicité du tabac. Hein, j'ai vu ça dans une formation où c'était écrit en grand, c'est un minier qui sort de la mine, et à la publicité d'une marque que je ne vais pas citer, c'est « Respire après le boulot ». Hein, voyez un peu. Tout à fait. Et c'était une publicité, quoi. Hein, respire. Et donc, on est un peu là-dedans maintenant. Donc, j'espère que dans quelques années, nos petits-enfants disent « Tu te rends compte, la génération de papy, voilà, ils achetaient comme ça des smartphones ou des soucis où ils restaient X heures sans se rendre compte, où ils consommaient X kilos de sucre, etc. » Donc, sensibiliser, informer, dire attention, qu'il y ait déjà un peu ce réflexe-là, que les gens commencent un peu à se rendre compte le plus tôt possible, parce que ça va très vite, un enfant, ça grandit vite, et il y a des séquelles malheureusement qui sont irréversibles. Si on a un enfant, quelques mois il est exposé, des années après, on ne va pas pouvoir vite rattraper ça. Voilà. Ok, je vous remercie beaucoup. Du coup, on va tout doucement vers la pause. On va s'arrêter quelques instants. Chers auditeurs, aujourd'hui, nous parlons d'addiction avec le docteur Khalil, avec docteur Ndé et avec monsieur Boucher d'Infodrogue. Restez avec nous dans quelques instants. Nous continuons cette discussion et j'espère que vous pourrez tirer toutes les informations nécessaires autour des addictions. À tout de suite. Nous sommes de retour dans votre émission Santé pour tous. Vous êtes en direct avec le Blic Virginie. Je suis votre animatrice aujourd'hui. Nous parlons des addictions avec le docteur Ndé, avec docteur Khalil et monsieur Boucher. Juste avant la pause, nous avons parlé un tout petit peu du risque et de la prévention des addictions, notamment vis-à-vis des enfants. Alors, monsieur Boucher, est-ce que vous pourriez peut-être nous dire quelles sont les conséquences psychologiques, peut-être individuelles, de l'abus de substances aussi ? Ça c'est très compliqué de vous répondre parce qu'il y a tellement de choses différentes. Donc je vais revenir à ce que disait Monsieur Ndé. Donc il disait, mais au fond la consommation, dans un premier temps, ça rend évidemment les gens heureux. Il a parlé du tabac, mais je pense qu'il en est de même pour n'importe quelle substance. C'est-à-dire que dans un premier temps, le produit que vous consommez, il règle le besoin que vous aviez, sinon vous l'abandonnez. Donc vous continuez à consommer ce produit parce qu'au fond, il vous sert dans votre vie. Et donc il vous sert
à de multiples choses, évidemment. Et ça, c'est vraiment différent d'un individu à l'autre, parce qu'on a tous des besoins, certes, semblables en général, mais qui vont s'incarner de façon très spécifique pour chacun d'entre nous, et on va chacun trouver une solution différente pour remplir ses besoins. Et donc, si votre besoin, c'est je ne sais pas moi, c'est de vous calmer parce que vous êtes énervé après votre boulot, parce que vous avez un chef très insupportable, le fait de consommer du produit, ça va plutôt avoir un effet bénéfique sur votre entourage familial, parce que vous allez rentrer moins énervé, vous allez moins crier, par exemple, etc., etc. Donc, en général, le comportement, il va plutôt être mieux avec le produit que sans. C'est pour ça qu'on le consomme. Alors, évidemment, ce qui peut se passer, vous parlez d'abus. Donc, abus, ça veut dire que on en consommerait trop. Mais de nouveau, c'est un concept qui vient surtout de l'extérieur du consommateur et non du consommateur lui-même. Il va en général, le consommateur, jauger sa consommation en fonction de son besoin. Donc, il a un petit besoin. Je simplifie, mais il en consomme un petit peu. Je suis un peu énervé par mon chef aujourd'hui, limite, quoi. Donc, je prends un petit verre d'alcool ou de calmant, etc. Il m'a très, très fort énervé aujourd'hui. Je vais en prendre un peu plus, etc. Donc, l'abus, il va surtout voir de l'extérieur, parce que pour moi, il n'y a pas d'abus. Il y a simplement un besoin qui est plus important, et donc je vais en consommer plus de ce produit, de cette solution. J'en ai besoin de plus. Voilà. Et donc, ça amène évidemment plus, si c'est un produit qui peut avoir des effets sur la santé publique, l'effet sur la santé individuelle va être plus fort. Si c'est du tabac, par exemple, en consommant une cigarette par jour ou 3 paquets, est-ce que l'un est un abus? Oui, peut-être, mais où est-ce qu'on va considérer l'abus? En tout cas, il y aura effectivement, je crois que M. Ndé ne contredira pas, il y aura plus d'effets sur ma santé si je consomme davantage, si je prends 3 paquets de cigarettes, si je prends 1 litre d'alcool, si je prends plusieurs joints de cannabis, si je fais plus de n'importe quel comportement, si je fais trop de sport, si je m'entraîne pour le triathlon tous les jours, je vais avoir effectivement des effets sur ma santé et évidemment aussi sur mon entourage, parce que je les verrai moins, parce que je serai endormi, parce que etc., etc., etc. Donc il y a beaucoup d'effets, mais dans un premier temps, l'abus en tant que tel n'est pas une conception du consommateur lui-même, c'est une conception de l'extérieur qui regarde un comportement, qui dit oui, mais là il abuse. Non, en fait, pour le consommateur, il ne fait que consommer en fonction, d'un besoin qui est plus important à ce moment-là, dans ce contexte-là, parce que il s'est passé quelque chose pour lui de plus important, il a juste besoin d'une réponse plus forte. Mais du coup, c'est aussi l'inquiétude de l'environnement. C'est-à-dire quand on voit quelqu'un qui consomme régulièrement une substance et que cette substance fait que son comportement n'est plus adaptatif vis-à-vis de l'environnement, de la société, eh bien, c'est aussi l'inquiétude qui vient de l'environnement familial ou autre vis-à-vis de la personne qui consomme. C'est-à-dire que le consommateur ne se rend pas compte, évidemment, qu'il y a peut-être un abus, comme vous dites, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y en a quand même un, ou on peut pas dire ça? Alors, on peut le dire du point de vue de l'extérieur. Le problème, c'est, comme le docteur Ndé l'a dit, c'est que ces deux discours ne se rencontrent pas. Donc, de l'extérieur, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et on s'adresse à un consommateur qui, lui, va dire mais non, tout va bien, je gère, j'arrête quand je veux, etc., qui sont des formules que vous entendez énormément. Et donc, qui a raison là-dedans? Mais évidemment que les deux ont raison, parce qu'ils ont des points de vue totalement différents sur cette consommation, sur ce comportement. Et c'est ça qui est important, c'est de se dire comment on va faire pour s'entendre là-dedans. C'est en visant autre chose. Donc, c'est-à-dire que le consommateur lui répond à un besoin et il ne sait pas faire autrement. Et ce besoin est tellement important pour lui que parfois, pour des alcooliques, etc., ça en arrive à mettre en jeu sa santé. On a parlé du tabac, mais tous les fumeurs savent qu'ils mettent en jeu leur santé, mais ils continuent parce que l'enjeu est plus important pour eux que la santé physique. Donc il y a une autre santé, évidemment, qui est la santé sociale et qui est beaucoup plus importante pour nous les humains que la santé physique. Et c'est pour ça qu'on la met en jeu, notre santé physique. Et donc, ces différences de deux points de vue, si elles continuent à s'incarner dans un comportement, dans un produit, on va pas s'entendre. Donc il faut
se décaler de ce produit, et c'est pour ça que j'ai au départ défini l'addiction comme étant une solution à quelque chose d'autre, et c'est ce quelque chose d'autre là dont l'environnement doit prendre conscience. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, tu rentres du boulot, tu es énervé, qu'est-ce qui ne va pas à ton boulot? Et c'est ça sur lequel on peut s'entendre, nous, c'est ah oui, t'as vraiment un chef super horripilant, peut-être qu'il faudrait que tu changes de boulot. Oui. C'est ça l'enjeu, c'est de trouver la cause du besoin qui est toujours réglé par ce produit, et peut-être effectivement on commence de l'extérieur à voir toute une série d'effets délétères. Hein. Ça sent le tabac dans toute la maison, j'en peux plus. En plus les enfants commencent à tousser. Tu bois trop d'alcool, tu dilapides tout le budget du ménage dans les jeux. Tu n'es plus jamais avec nous parce que tu fais du sport, ou tu dépenses tout le budget du ménage en achat compulsif au centre commercial, etc. Tu nettoies du matin au soir, tu tricotes des écharpes. Tous ces comportements-là qui sont des comportements pour certaines personnes qui ne font que gérer leurs émotions, eh bien, oui, quand ils sont trop importants, quand ils envahissent le milieu familial, par exemple, ben oui, ça devient un problème, évidemment. Mais dire à la personne, c'est ce comportement-là qui est problématique, c'est là où on n'est pas entendu. Et donc, il faut trouver... Évidemment, c'est compliqué, ça peut être douloureux, comme je l'ai dit tout à l'heure, si ça revient à des traumatismes qu'on a vécus dans l'enfance, mais c'est fondamental de s'accorder sur oui, mais il est où l'origine de ton besoin de mettre tout ça en œuvre? Et ça, c'est compliqué, mais ça demande parfois effectivement un long travail psychiatrique. Mais c'est la seule issue pour que les différentes parties, donc l'entourage et la personne puissent s'accorder et puissent travailler ensemble. Et ça, c'est fondamental. Et puis tout à l'heure aussi, moi je fais un peu le lien avec ce que vous disiez avant la pause, quand vous disiez il y avait les happy smokers. Je veux dire, ceux-là, ils réalisent pas trop, mais il y a aussi l'acceptation qu'il y a une dépendance. Parce qu'il y a tout un travail, par exemple, en tout cas pour tout ce qui est drogue, puisque je travaille aussi avec des patients parfois, ou des familles où il y a quelqu'un qui consomme des drogues. La difficulté, c'est que dans tous les espaces où on peut hospitaliser, où on peut prendre en charge une personne qui va être dans la toxicomanie, par exemple, ou avec une dépendance de substance, eh bien, il faut que la personne accepte, donc qu'elle reconnaisse qu'elle a un souci avec une substance. Et tant qu'elle refuse d'accepter qu'elle a un souci avec la substance, ou qu'elle ne va pas bien vis-à-vis de cette substance, et je suis assez d'accord avec votre vision en disant, mais faut aussi voir l'extérieur et d'où ça vient, plutôt que de voir juste la substance, et d'amener à la réflexion à ça. Mais du coup, c'est beaucoup plus compliqué parce que certaines personnes n'arrivent pas à voir qu'il y a ce souci avec cette substance. Mais en fait, l'injonction à reconnaître que tu as un problème, qu'est-ce qu'elle sous-entend? Et c'est là le problème, en fait, pour toutes ces personnes-là. Si vous reconnaissez que vous avez un problème avec le tabac, avec l'alcool, avec n'importe quoi, immédiatement, si tu as un problème, tu dois trouver une solution. Et ce qui existe, évidemment, c'est que je n'ai pas d'autre solution. Donc moi, il m'est impossible de reconnaître que j'ai un problème, par exemple, avec le tabac, puisque je n'ai pas d'autre solution. Ça voudrait dire, si je reconnais qu'il y a un problème, que je dois trouver une solution. Et donc, c'est impossible. C'est la et donc, substance, comme on dit, quand il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Et donc, c'est pour ça que ces problèmes n'existent pas aux yeux du consommateur. C'est totalement impossible. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont nier, comme on dit, être dans le déni. Mais en fait, c'est un déni très utile pour eux, parce que s'ils ne sont pas dans ce déni-là, leur solution s'écroule. Et donc, pour certains, leur vie sociale s'écroule. Et donc ça, c'est évidemment beaucoup plus important que le risque d'un cancer du poumon dans 10 ou 20 ans, par exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart de nos structures ici, en tout cas celles que je connais à Bruxelles, en Belgique, basent leur prise en charge thérapeutique aussi sur l'acceptation du consommateur qu'il y a un problème de consommation. Vous voyez? Donc c'est un peu chat qui se mord la queue, en fait. Mais c'est pour ça que c'est compliqué et que parfois ça ne marche pas et que la personne quitte parfois violemment, est expulsée de ses structures, etc. Ouais. Et donc on a l'impression que c'est un échec pour tout le monde, un échec pour ces structures qui n'ont pas su finalement aider la personne, et pour la personne qui doit recommencer tout un parcours auprès parfois d'une autre structure, parce que parfois évidemment quand il s'agit de drogue illégale, c'est plus ou moins contraint évidemment parce qu'il y a une instance judiciaire derrière qui oblige, etc. Mais c'est pas toujours le cas non plus. Mais parce que ça contraste aussi, comme Dr Ndé disait tout à l'heure, mais finalement là où on peut plus accrocher les personnes, c'est quand elles se rendent compte finalement et qu'elles ne sont plus dans le déni. C'est plus facile de travailler avec des personnes qui ne sont pas dans le déni, mais avec les problématiques. Mais là, par rapport à la cigarette, c'est peut-être un cran
différent aussi par rapport à tout ce qui est toxicomanie et drogue, un peu plus... je sais pas ce que vous en pensez, mais ici, là quand vous dites, bah oui, finalement, on peut les accrocher à ce moment-là parce qu'elles reconnaissent qu'elles aimeraient bien quand même changer leurs habitudes, etc. Et du coup, par rapport aux drogues, c'est quand même plus compliqué pour le consommateur dans ce que vous dites de pouvoir accepter qu'il y a quelque chose. Je ne sais pas, je suis pas un spécialiste. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont tous happy smoker, happy consommation. Là, quand on intervient dans des institutions, c'est souvent pour des problèmes de drogue illégale, mais parmi les professionnels autour de la table, il y a souvent des fumeurs. Et pour eux, la question est vraiment très importante parce que le tabac, c'est quand même une molécule, la nicotine en tout cas, c'est une molécule qui va avoir justement plusieurs effets et parfois très différents. Et donc, c'est pour ça qu'on va fumer à différents moments, parfois quand on est très énervé ou parfois après un bon repas, parce qu'elle va avoir différents effets. Et donc, c'est une molécule dont il est difficile de se passer pour les fumeurs. Tandis que si vous avez une molécule qui a moins de fonctions, alors parfois c'est plus facile parce qu'on peut plus facilement identifier le contexte et donc les besoins qui sont remplis par cette molécule-là. Tandis que le tabac, comme c'est assez large, c'est un peu plus compliqué pour le consommateur de tabac de se rendre compte au fond ce que ça remplit dans sa vie. Et donc, ce travail-là est essentiel pour pouvoir passer à autre chose. Et donc, effectivement, c'est pour ça que les fumeurs, nous, notre expérience, c'est qu'ils ont beaucoup de bonnes raisons. Syundé en a donné quelques-unes pour dire que voilà, je fume par habitude, il faut bien mourir de quelque chose, etc. On entend souvent celle-là. Parce que c'est visiblement assez compliqué de se rendre compte. Et donc souvent, moi, j'ai pas de raison. Ça, c'est quelque chose aussi que j'entends souvent. Alors, c'est quand même assez étonnant puisque c'est un produit sur tous les paquets. On a vu que vous allez en mourir. Donc, pour faire quelque chose dont vous allez mourir, il faut quand même une raison très, très, très importante. Sinon, ça n'a pas de sens. Et donc, visiblement, cette question-là, elle est complètement évacuée. Alors, je ne dis pas par tous les fumeurs, mais c'est assez fréquent. Et donc, ça montre que le tabac, c'est quand même quelque chose de compliqué à conscientiser. Et ça, c'est vraiment important. C'est de conscientiser, au fond, qu'est-ce que ça remplit dans ma vie, ce produit-là. Et alors là, ça, c'est une bonne base pour se dire, OK, à partir de là, je vais pouvoir essayer de trouver une autre manière. Ou alors, je modifie, comme je le disais avec l'exemple de l'individu qui devrait changer de travail. Alors, il faut essayer de changer son contexte qui amène à cette consommation. Si vraiment je ne supporte pas mon mari ou ma femme, peut-être qu'il faut trouver une solution pour en discuter à deux. Changer de mari. Ça, c'est la fin du truc. Mais d'abord en parler. Qu'est-ce que vous allez dire à nos auditeurs? Mais non, mais en consultation, vous allez voir souvent qu'il y a des couples qui ne se parlent pas et alors ça amène des tas de problèmes. C'est parfois aussi bête que ça. Il faut évidemment parler de tas de choses. C'est une des solutions les plus importantes pour tout, évidemment. Quand vous entendez des gens qui disent « Je me rends compte que mon mari fume depuis 10 ans ou consomme de la cocaïne depuis 10 ans et que je ne le savais pas », et on peut se dire quand même que y a un problème. Alors que c'est ce problème-là qui est à l'origine de la consommation de cocaïne, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a d'office un déficit de communication au sein de ce ménage-là qui est important et qui doit être la première chose, la pierre sur laquelle on peut construire autre chose. Moi, j'ai déjà vu ça aussi en thérapie de couple, des consommations, mais souvent liées à des problèmes de sexualité, c'est-à-dire qu'il y a un arrêt de sexualité à un moment donné, soit après la naissance des enfants et tout ça, et où l'un ou l'autre, souvent l'homme, se met à consommer des drogues comme pour pallier à un manque de sexualité dans le couple. Nous, on travaille aussi avec une sexologue à l'espace santé famille, et parfois, c'est vrai que je rejoins assez ce que vous venez de dire. Parfois, dans les couples, on se rend pas compte, mais que la substance peut pallier aussi à un manque qui peut, il y a quelque chose qui se passe là et qui n'est pas dit et qui n'est pas géré. Et comme c'est difficile à dire, on reste dans du non-dit, etc. Et puis la consommation s'amplifie, etc. Et c'est de plus en plus compliqué à dire, en fait, parce que le péché, on pourrait dire, ne fait qu'augmenter, etc. Et donc la honte, et donc voilà. Donc là, il faut essayer à un moment de couper ça et de se dire, mettons carte sur table, discutons, sinon les problèmes ne vont qu'amplifier, quoi. Super, écoutez, c'est très instructif cette émission. Je ne sais pas si on aura fini à 16h à cette allure-là, mais en tout cas, moi j'apprends plein de choses. Je ne sais pas vous, chers auditeurs, mais on va s'arrêter un tout petit instant, mais on revient pour la deuxième partie de l'émission. Après la pause, on parlera avec le docteur Khalil des addictions des enfants, et donc on reviendra sur les addictions aux écrans et les addictions au sucre, pour qu'on puisse parler aussi un peu des petits bouts, parce que c'est aussi, il y a aussi des addictions chez eux. Et donc je vous dis
À tout de suite, chers auditeurs, dans quelques instants. Nous sommes de retour dans votre émission Santé pour tous, émission préventive qui démocratise l'accès à des informations autour de la santé et du bien-être en famille. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler des addictions avec le docteur Francis Ndé, qui est tabacologue et spécialisé en santé publique. Il est cofondateur de la SBL Prevent. Nous sommes aussi avec le docteur Khalil, qui est pédopsychiatre au centre pluridisciplinaire Lerny, mais qui est aussi fondateur et formateur du programme Globule, un très chouette programme que je vous invite à aller visiter sur le site et la page Facebook. Et nous sommes aussi avec Antoine Boucher, qui est formateur, intervenant en prévention au sein de différentes institutions. Il est chargé de communication chez Infordrogue. Il nous apporte son éclairage par rapport aux addictions liées aux drogues. Donc voilà, vous êtes dans la deuxième partie de l'émission. J'allais revenir vers le docteur Khalil, simplement pour parler un tout petit peu de ces fameuses addictions chez l'enfant. Vous aviez parlé tout à l'heure brièvement des addictions aux écrans, à tout ce qui est digital et les addictions au sucre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus pour les auditeurs pour qu'ils comprennent quels sont ces types d'addictions-là ? D'accord. Donc, comme j'ai dit, je m'adresse aux petits et grands enfants. Donc, c'est vraiment nous sommes tous concernés et je me mets vraiment là-dedans parce que là, je vais parler de produits vraiment... on n'a pas de statistiques précises, mais on sait que c'est énorme. Les personnes qui sont concernées sans même le savoir par ces deux types d'addictions, c'est énorme. Donc, en termes de santé publique, c'est bien évidemment un enjeu très, très important. Mais en termes aussi de lobbying, c'est très important parce que là, on parle de gros lobbying. Donc, le sucre et tout ce qui est derrière le digital, c'est des milliards et des milliards. Mais donc, le digital, pour aller à l'essentiel, c'est quoi ? C'est d'une part quelque chose de connu depuis plusieurs années et classifié dans les troubles de santé mentale au niveau international, donc tout ce qui est troubles des jeux vidéo. Donc là, on a plus de recul et donc il y a plus d'études, c'est reconnu comme trouble psychiatrique. Et donc je pense que les gens vont tout de suite voir peut-être des jeunes ou des ados, ou des jeunes adultes ou des grands adultes qui deviennent vraiment accros aux jeux vidéo, qui donc du coup n'arrivent plus à décrocher, qui passent tout leur temps et qui finissent par tout perdre autour de ça. Hein. Parce que n'oublions pas de nouveau qu'on parle d'addictions qui ont des conséquences négatives. Hein. On a parlé au tout début des définitions. Voilà, c'est négatif, mais on ne peut pas s'en empêcher d'arrêter, hein, pour un peu schématiser. Et donc, là, c'est quelque chose de plus visible, mais c'est installé insidieusement quelque chose de plus nuancé, mais qui, selon moi, est très, très néfaste, qui est donc toute l'addiction à la connexion au numérique, ce qu'on appelle maintenant la nomophobie. C'est vraiment avoir peur de ne pas avoir son mobile, quoi. Donc, pas avoir son mobile, son smartphone tout près. Et j'ai régulièrement des adolescents en consultation, rigolent un peu en disant tu imagines une journée sans ton GSM ? Ils me regardent quelques secondes comme ça en disant mais il rigole lui, quoi. C'est impossible. C'est impossible, quoi. Hein, impossible. Et donc, impossible d'imaginer ça. Et on sait qu'il y a des questionnaires, même chez les adultes, où on leur demande si vous avez oublié votre téléphone. Déjà, il faut y aller pour oublier son téléphone, mais si vous oubliez votre téléphone, vous vous rendez compte au travail, beaucoup de gens mettent je rentre, je le ramène, je peux pas rester sans. Et donc, il y a cette addiction. Maintenant, en quoi c'est délétère ? C'est que le paradoxe, c'est que l'origine de tout ça, c'est pour se connecter, mais ça finit par nous déconnecter. Hein ? Et on a tous vu ces images de familles soi-disant réunies, mais chacun est sur son écran, des caricatures de mamie, un visite chez mamie, et tout le monde est mamie qui regarde comme ça en disant mais finalement, il fallait pas venir, quoi, si c'est pour rester tous sur vos écrans. Et donc, les enfants sont concernés, les ados sont concernés, les adultes sont concernés. On a parlé tout à l'heure, moi je m'adresse vraiment à la famille, c'est l'entité familiale. Souvent, quand on aborde ça en consultation,
voilà, c'est rare que ça touche que les enfants. Donc, de nouveau, le fameux pourquoi ou qu'est-ce que ça vient combler, ça vient parfois combler un vide, un manque d'interaction, etc., etc. Mais il y a aussi toutes des familles où ça s'est installé insidieusement, c'est-à-dire peut-être c'est des familles qui auraient pu interagir, mais qui n'interagissent plus parce que l'ado est connecté, la fille elle est sur les réseaux sociaux, l'autre il est sur Fortnite et la petite elle est sur YouTube et donc les parents s'ennuient, ils finissent aussi les années après maintenant, voilà, même les générations on va dire de parents etc. à découvrir WhatsApp, Facebook, les réseaux sociaux etc. Et donc tout le monde finalement est concerné. Et donc je pense que si on devait faire des statistiques, je pense que ça va être énorme et ça évolue à une vitesse incroyable. Et c'est néfaste aussi pour le développement de l'enfant parce que finalement, bon, nous on fait aussi tout ce qui est bilan intellectuel, etc. Et souvent on remarque que les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage ou qui ont des bilans plus faibles au niveau intellectuel, c'est des enfants qui consomment énormément d'écrans à la maison, qui sont très peu stimulés, alors que un enfant qui bouge, c'est un enfant qui stimule ses connexions neuronales. Un enfant qui joue, c'est un enfant qui crée, qui invente, qui utilise sa mémoire. Et il y a beaucoup de familles qui ne prennent pas conscience de ça et qui parfois ils vous disent ah oui mais bon je suis en appartement, faut pas déranger le voisin donc il faut pas qu'il court donc je lui mets le téléphone ou YouTube et comme ça il bouge pas trop parce que le voisin il râle et ça aussi c'est une réalité sociétale. Qu'est-ce qu'on peut proposer différent? Alors à Bruxelles il y a les parcs aussi donc parfois on dit aux gens mais faut sortir, faut aller au parc. On a travaillé toute la journée, papa maman bossent tous les deux, c'est chaque fois il faut faire preuve nous-mêmes de créativité par rapport à ce qu'on peut proposer à l'enfant comme activité. Mais en effet, donc les situations les plus graves, c'est en effet les enfants donc surexposés aux écrans très tôt. Et donc là, dans des situations très graves, on peut avoir ce qu'on appelle maintenant l'autisme numérique. Donc c'est vraiment des enfants qui ne sont pas dans la communication, ni dans le regard, ni dans le langage, avec aussi des capacités intellectuelles aussi inférieures, etc. Et puis il y a tout le reste, les problèmes d'attention, de concentration, les problèmes de développement, les troubles du sommeil, les troubles alimentaires et tout ça, parce que voilà, on pourrait en parler des heures, mais il y a aussi manger devant les écrans, il y a toutes ces problématiques-là qui amènent d'autres conséquences sur le développement de l'enfant. Et puis, il y a les conséquences au niveau de la scolarité des jeunes. Il y a souvent le piège « tu joueras après tes devoirs ». Je peux vous dire que les devoirs, ils sont vite bâclés. Ou bien « j'ai pas de devoirs ». Alors, en secondaire, à les contrôler, il y a de devoirs et pas de devoirs. Et puis, donc, très vite, la technologie a amené, je dirais, des produits très mobiles, très faciles à utiliser partout. Et donc, voilà le jeu qu'on sort une fois. Là, le téléphone, il a tout le temps sur lui. Donc, ça a amené vraiment une surconsommation beaucoup plus facile. Et puis, voilà, les produits, le marché s'est adapté. Vous pouvez rester connecté autant que vous voulez. Vous trouverez, voilà, vraiment votre produit. Et c'est là qu'on a dit tout à l'heure le degré de vulnérabilité de la personne, c'est là où c'est dangereux ce type de phénomène parce qu'il y a tellement de produits qu'on finit finalement par toucher tous les consommateurs, tous les types de profils de consommateurs. Voilà, d'accord ? Et donc, j'invite vraiment ici les gens à prendre conscience du danger sur leur santé et physique et mentale donc de ce type de consommation-là, qui est donc la surconsommation de produits numériques, que ce soit donc au niveau de leur relation, de leur qualité de vie, de leur qualité de gestion, je dirais émotionnelle, etc. C'est vraiment quelque chose qui s'installe progressivement, mais qui dégrade les choses progressivement, parce que petit à petit, si on réagit pas, on se rend compte que en fait on n'a plus de vie. Chacun est dans son côté, on va s'envoyer quasi des messages. Voilà, il n'y a plus de temps commun, il n'y a plus de sport. Moi, j'ai des situations sévères d'enfants qui ne veulent plus aller à l'école parce que voilà, il a tout ce qu'il faut à la maison, chez lui, dans son écran. Et donc, à côté de ça, donc les conscientiser aussi d'un point de vue hygiène alimentaire, au fait aussi que il y a une addiction claire et reconnue maintenant scientifiquement au sucre qui agit aussi par les mêmes mécanismes neuronaux dont on a cité tout à l'heure au niveau comportemental, qui est donc ce fameux circuit de récompense et de plaisir. Et donc, en quoi ça a une addiction pour moi ? Parce que de nouveau, les conséquences sur la santé sont connues et reconnues, sont délétères.
Je dirais de nouveau, là, les chiffres, si on doit les sortir, sont énormes parce que il n'y a pas que le diabète, il y a toutes les pathologies annexes au niveau cardiovasculaire, au niveau de l'obésité, au niveau cancer, etc., etc. Et donc, l'addiction au sucre est aussi... je dirais très délétère dans la mesure où ça englobe toute une série d'autres consommations très délétères donc aussi à la santé et que moi en tout cas en tant que pédopsychiatre en tant que spécialiste en développement personnel on le travaille d'un point de vue tout ce qui est donc troubles du développement, troubles des apprentissages, des problèmes d'attention, de concentration, mais en termes de développement personnel, tout ce qui va être lié à la gestion de l'énergie. Et donc là, on va expliquer que pour être en forme, pour avoir l'énergie d'entreprendre, d'aller bien, etc., il faut avoir une bonne courbe de glycémie, alors que la consommation de sucre va tout de suite nous mettre dans des états donc de glycémie vraiment de yo-yo. Ça monte très fort et puis ça redescend très fort. Ça remonte très fort. Donc c'est ça qui fait les fameux coups de pompe et qui s'est autocompensé par d'autres consommations de sucre. Et voilà, c'est parti un cercle vicieux. Donc on prend un petit déjeuner hyper sucré, donc 2 heures après, coup de pompe, collation, 2 heures après, donc c'est comme ça. Et malgré ça, on a tout le temps des gens qui sont fatigués, qui se plaignent de fatigue et qui ont des problèmes de concentration, d'irritabilité, etc. Donc beaucoup de symptômes au niveau psychologique. Parfois c'est très culturel aussi, je peux me permettre. Moi je suis toujours impressionnée. Par exemple, si j'ai un petit de 2 ans et demi et il peut arriver que je le prenne avec moi, aller dans mes activités ou autres. Et s'il se met à pleurer, directement tout le monde sera un biscuit ou un bonbon. Exact. Tiens, j'ai un biscuit pour lui, toi, j'ai un bonbon. Alors, et tout le monde fait ça, en fait. On va donner une sucrerie à l'enfant. Et j'ai dit, mais non, il doit manger. Je veux pas qu'on lui donne de sucrerie là maintenant, c'est pas le moment. Et puis, quand vous refusez la sucrerie, on vous regarde, c'est quoi cette maman tortionnaire? C'est quoi cette maman horrible? Et donc, du coup, on est presque socialement impacté sur le. Enfin, on se sent, on a la pression sociale. Là, il faut donner le biscuit ou le bonbon à l'enfant. Voilà. Et partout où on va, c'est comme ça. Oh, il est mignon. Tiens, prends un bonbon. Donc c'est très culturel aussi, je trouve. C'est culturel, mais c'est, je pense, international. Oui, c'est ça. Voilà, tout le monde fait ça. On voit un enfant, c'est bonbon, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que je pense que c'est dans l'histoire de la consommation du sucre et le départ, en effet, c'est quelque chose lié aussi, je dirais, à l'être humain au niveau historique. La consommation du sucre qui était à la base saisonnière avec l'apparition des fruits et ce plaisir de récolter donc ces fruits qui sont mûrs, qui sont sucrés, etc. On n'est pas censé consommer autant de sucre sur toute l'année. Et donc ça, c'est vraiment le dérèglement. Et donc, pour un peu conclure le message, parce qu'on ne pourra pas tout dire, c'est vraiment conscientiser les gens à aller faire plus de recherches sur ces 2 domaines-là qui nous concernent tous et qui ont des conséquences beaucoup plus néfastes que ce qu'on peut imaginer. Donc, ne minimisons vraiment pas l'impact de ces 2 consommations dans nos vies. Soyons plutôt des consommateurs donc prudents et conscients et critiques. Regardons ce qu'on mange, regardons ce qu'on achète. Parce que voilà, je suis pas anti ceci ou anti cela, mais c'est dire soyons conscients. J'achète un jeu, je regarde ce que ça apprend, l'âge, j'achète quelque chose, qu'est-ce qu'il y a dedans comme aliment, je dirais nutritif, parce que le but essentiel de l'alimentation, c'est de nourrir, mais s'il n'y a rien de nourrissant dans une alimentation, je me demande à quoi ça sert. Et donc, renseignez-vous et allez vers les professionnels donc, par rapport à chaque domaine. Et donc, dans le domaine de la nutrition, du sucre et tout ça, il faut avoir une vision globale sur l'alimentation. Il y a des diététiciennes qui peuvent... Les diététiciens, les nutrithérapeutes, donc, qui vont aller dans le détail de l'alimentation et essayer d'accompagner la personne au niveau de son profil alimentaire, au niveau de la rééquilibrer de manière générale, et les nutritionnistes, etc. Donc, regardez un peu les professionnels, qu'est-ce qu'ils ont à proposer, et au niveau donc de tout ce qui est stimulation, la même chose, il y a plein de conseils du côté des associations de prévention, du côté de l'OMS. Il y a eu une chouette initiative en France il y a quelques années de ce qu'ils ont appelé le permis numérique. C'est un peu pour dire, on va pas donner la voiture comme ça à un enfant, lui dire vas-y, on doit lui apprendre à rouler et à gérer. Et donc, le numérique aussi, on doit apprendre des choses.
et donc dire voilà comment faire attention. À quoi faire attention, qu'est-ce qu'il faut regarder, un peu comme la route, on regarde à droite, à gauche, on se méfie de telle personne, et comme ça on va déjà limiter les dégâts. Vous savez, Facebook, rien que Facebook, il faudrait une formation avant d'y aller, hein, au niveau, je dirais, gérer les informations privées, se protéger, etc. Donc, alors après, il y a tout. J'ai retiré toutes les notifications sur mon téléphone, vous savez, juste pour plus avoir les petits 1 là. Chaque fois qu'il y a un petit 1 ou un petit 2, t'as envie de cliquer dessus. C'est horrible. Et donc tout ça derrière, il y a des études derrière, il y a des marketeurs derrière, et donc il faut aussi contrebalancer ça en tant que consommateur et bien se renseigner en tant que consommateur là par rapport au moins à ces 2 points. Oui, c'est vrai que c'est impressionnant. On ne se rend pas compte de l'ampleur que ça peut avoir. Tiens, Dr Ndé, je me demandais si le fait de fumer, est-ce que c'est un facteur qui pourrait amener à consommer d'autres types de substances? Est-ce que est-ce que ça peut favoriser le développement d'autres addictions? Alors, le tabagisme sur le plan physiopathologique, à proprement parler, il n'y a pas de corrélation physiopathologique entre consommation de cigarettes et des autres drogues. Maintenant, il y a des associations qu'on observe du fait plutôt des phénomènes de société. Donc, je vais prendre un simple exemple qui est très courant. Le fumeur de cigarettes n'est pas souvent attiré forcément par d'autres drogues. Mais quand j'observe un consommateur de cannabis, il prend souvent son cannabis avec la cigarette. Oui. Très souvent, il a aussi la cigarette. Mais ceci dit, les récepteurs que l'on observe au niveau du cerveau pour ce qui est cocaïne, héroïne et autres n'ont rien à voir avec ceux de la nicotine. Mais la conséquence, la finalité qui est la production de la dopamine et qui crée ce sentiment de satisfaction, de bien-être, même si temporaire et en fonction des drogues, est le même. La finalité est la même. Donc on a à la fin, et ce qui explique d'ailleurs cette sorte d'addiction à un moment, c'est ce qui est le mécanisme final. Et là, on constate qu'il y a la finalité qui est la même, mais que les consommations ne sont pas forcément liées. Un fumeur de cigarettes, d'ailleurs, il y a peu dans ma pratique, parce que dans ma consultation, il y a toute une série de questions qu'on pose sur les autres consommations. Il y a très peu de fumeurs qui consomment, la cocaïne, l'héroïne et autres. Donc, ils peuvent par exemple associer le cannabis ou alors un verre de vin. Par contre, oui. Il y en a qui aiment bien avoir un bon petit verre tous les jours et un petit. Effectivement, un phénomène de société. On fume souvent quand on va prendre son café. Voilà, c'est ça. Et on est souvent aussi addict au café, ça on le sait bien. Et donc on fume quand on est avec des amis qui peuvent aussi consommer d'autres choses, la chicha et autres. Donc on a ces habitudes de société qui sont plus des corrélations de phénomènes de consommation, récréative et autres, qui expliquent ces associations de consommation. Vous êtes dépendant de la chicha aussi? Ah oui, absolument. Ah oui, et c'est une je ne m'y connais pas trop, mais je veux dire. C'est une forte dépendance. D'ailleurs, on met du tabac dans la chicha, c'est ça? C'est comme ça que ça marche, avec des goûts différents, oui, c'est ça? Arômes, des fruits, des arômes, c'est ça, voilà. J'ai déjà goûté, mais à culpa, mais j'ai goûté ça. Donc les quantités sont très, très élevées et ça crée des grosses addictions. Ça crée aussi des addictions. Oui. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un leurre, puisqu'on ouvre encore une fois un autre point dans des addictions et des consommations. C'est un leurre de s'imaginer, parce que les jeunes pensent que le fait qu'il y a de l'eau, etc., il y a une sorte de filtre. C'est très folklorique, qui fasse qu'on est moins intoxiqué parce que ça passe dans. Mais non, absolument pas. Ouais. Et on consomme autant que, d'ailleurs, plus que pour une cigarette normale. Wow. C'est des grosses bouffées, c'est tout de suite des grandes quantités. Et c'est dans un environnement où on a d'autres choses qui nous attirent et donc qui donnent une bonne sensation de bien-être. On est avec des amis et donc c'est d'ailleurs même plus dangereux encore. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec le besoin de socialisation par l'être humain et que finalement les consommations, les addictions peuvent être très fortement liées à nos besoins intrapsychiques et besoins de socialisation et comparé à nos besoins physiques de survie. Pardon. Oui, mais alors, on va devoir s'arrêter un tout petit peu, juste pour faire une pause, pour souffler un petit peu, d'accord? Mais les auditeurs sont en haleine, donc nous aussi on est en haleine, moi aussi je veux savoir la suite. Donc, chers auditeurs, on s'arrête quelques instants et on revient avec nos spécialistes.
Voilà, nous sommes de retour dans votre émission Santé pour tous. Vous êtes en direct sur Arabelle FM avec l'Oblique Virginie. Nous étions en train de parler avec le docteur ND. J'ai dû le couper subitement pour que nous puissions faire une petite pause essoufflée parce que on voit pas mal de matière finalement. On voit que ça, il y a plein de choses à dire. Je me demande même si je réinviterais pas nos spécialistes à l'espace santé famille pour carrément faire des journées de séminaire tellement c'est chargé. Et je les remercie vraiment pour la qualité de leurs interventions. C'est vraiment très chouette. Donc nous parlons des addictions aujourd'hui pour ceux qui n'étaient pas là avec nous tout à l'heure. Je vais revenir un tout petit peu vers Monsieur Boucher. Finalement, dans la société, on banalise très fortement la consommation, même dans les médias, et de plus en plus jeunes. On va voir qu'il y a des jeunes qui vont consommer de l'alcool, de la drogue, de plus en plus jeunes. Est-ce que ceci a un impact aussi sur la durée, la consommation et éventuellement le sevrage de ces jeunes? Alors, on banalise, vous dites oui, dans le sens que banal voudrait dire qu'au fond, on met tout sur le même pied et on n'en parle pas. Ça devient effectivement quelque chose d'assez fréquent. Des jeunes peuvent consommer de l'alcool, mais on leur en parle pas, on ne leur dit pas, attention, l'alcool, qu'est-ce que le jeune veut faire finalement? Le jeune, il veut devenir adulte, c'est tout à fait normal et ça, c'est vraiment son objectif d'être adolescent, c'est de devenir adulte. Il ne sait pas, on ne lui explique pas comment devenir adulte, mais par contre, il voit bien que les adultes, ils consomment énormément de drogue. Et surtout de l'alcool, on est quand même en Belgique, qu'on appelle le pays de la bière, par exemple. C'est assez agaçant, mais en tout cas, le jeune, lui, il se dit, tiens, pour devenir adulte, je dois consommer de l'alcool. En Belgique, on a quand même la fête de la bière. Moi, j'en ai fait quelques-unes dans ma jeunesse. La fête de la bière, on a bière sous les chapiteaux. On a le championnat de football qui s'appelle du nom d'une marque de bière. Enfin, c'est quand même assez unique, quoi. Ouais. Donc, on est quand même dans un pays où, effectivement, la consommation d'alcool est largement banalisé dans le sens où on ne met pas un sens particulier sur ce comportement-là. Et donc, le jeune, lui, il va se dire, pour devenir adulte, moi, je dois maîtriser ce produit que tout le monde, ou en tout cas, beaucoup d'adultes autour de moi consomment et maîtrisent. On dirait donc que ça a du sens de faire ça. On ne m'explique pas, donc je dois découvrir ce sens par moi-même. Et par là, je pense que la société fait exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire ne pas banaliser, c'est-à-dire mettre des mots sur à quoi sert l'alcool, à quoi sert le tabac, à quoi sert toute une série de produits qui sont largement disponibles et sur lesquels on ne dit rien aux jeunes, on ne leur fait pas un apprentissage. On parlait de la voiture tout à l'heure, effectivement, la voiture c'est quelque chose de difficile à maîtriser et c'est pour ça qu'on a mis en place tout un permis avec des examens, des trucs théoriques, pratiques, enfin on en fait quelque chose d'important et à raison évidemment. Alors pourquoi ne pas faire une éducation avec, le docteur Khalil a 100% raison quand il dit mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un apprentissage de tout ce matériel numérique qui est largement répandu et que tout le monde utilise et qu'évidemment les jeunes vont s'emparer de ça parce que c'est super important pour eux. Ils vont s'emparer évidemment de la même manière de l'alcool ou du cannabis ou d'autres produits plus ou moins intégrés dans la société parce que pour eux, c'est important pour des questions d'identité, parce qu'ils veulent être courageux, parce qu'ils veulent être adultes, parce qu'ils veulent séduire les filles. Enfin, il y a de multiples raisons évidemment à tous ces comportements-là, mais ce qu'on ne fait pas, c'est leur donner du sens et que le jeune, après, rajoute le sien, bien entendu, mais il doit le construire tout seul et donc il se lance dans des consommations solitaires ou avec ses copains, mais qui ne sont pas encadrées par la société. Et ça, pour nous, c'est ça la banalisation du produit. Et on le voit à travers des médias, des films, des séries, vous voyez les consommations, c'est tout bonnement. Mais ça n'est pas un message de société raisonnable, ça, parce que c'est d'autres gens qui évidemment font semblant, on est dans la fiction pure, mais le jeune il s'imagine que ça marche comme ça, que effectivement il faut boire un énorme verre de whisky pour avoir l'air d'un homme, etc. Donc il va remettre ça en œuvre parce que pour lui il admire ce personnage dans ce film, dans cette série, etc. Sauf que évidemment ça ne marche pas tout à fait comme dans les séries, mais ça on ne lui explique pas justement. C'est vrai que
c'est culturel aussi, hein, mais je veux dire, allez, moi par exemple, je me souviens que quand j'avais peut-être 10, 11 ans, pour le Nouvel An, on me tendait une petite coupe de champagne, quoi. Voilà, c'est sympa, petite coupe de champagne. Et alors, je rigole aussi, dans d'autres cultures, par contre, on donne à des tout petits enfants du café. Moi, c'est des choses qui m'ont toujours un peu... je me suis dit, on donne du café à des petits-enfants. Mais moi, après, je me suis dit, mais chez nous, on tend facilement un petit... Allez, 30 élèves dans le vin, c'est sympa, c'est rigolo, c'est Nouvel An, c'est la fête, c'est Noël, parce etc. que c'est notre manière en Europe de créer du lien, finalement. Donc, en Europe, on dit toujours l'alcool, c'est la drogue sociale. C'est-à-dire que grâce à l'alcool, on va être capable de lier avec l'autre, de faire du lien social. Parce que, évidemment, qu'on est dans une société tellement compliquée, tellement complexe, avec tellement d'interactions, etc., que l'éducation doit terriblement inhiber les individus, parce que si n'importe qui commence à faire n'importe quoi, tout ce qui lui traverse l'esprit, ça va pas marcher socialement. Et donc, on est pendant 18 ans à l'école pour être inhibé socialement. C'est très important, évidemment, mais du coup, les interactions sociales deviennent beaucoup plus compliquées. Et donc, du coup, il faut se désinhiber pour oser aller vers l'autre, parce qu'à force de vous avoir dit « tais-toi, lève ton doigt avant de parler, tourne cette fois la langue dans ta bouche, gna 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 », eh bien, vous n'osez plus. Vous n'osez plus, vous êtes convaincu que tout ce que vous allez dire, c'est idiot, etc., etc. Et donc, il faut, pour certains plus que pour d'autres, évidemment, se désinhiber pour oser aller dire des choses importantes aux autres, devenir amis, etc. Pourquoi c'est compliqué ? Parce qu'on est inhibé par rapport à ça. Et donc, l'alcool a là une importance cruciale dans le rôle. Et donc, les fêtes qui sont des lieux justement pour que les gens se rencontrent et qu'il y ait un échange entre des catégories d'individus pour qu'on se marie pas tout le temps au sein de la même famille, c'est très important aussi, il faut rencontrer les autres. Et donc là-dedans, l'alcool a un rôle primordial d'aller vers l'autre, etc. C'est pour ça que souvent, il y a de l'alcool dans les fêtes. On dit souvent une fête sans alcool, c'est pas une fête. Et effectivement, quand vous allez à des fêtes où il y a que du jus de fruits, etc., mais il y a comme un manque d'ambiance, comme on dit. Et le manque d'ambiance... Sauf si on a des ambianceurs. Sauf si on a des excellents ambianceurs, etc. Il y a des gens qui savent bien ambiancer, moi je le dis. Mais de nouveau, c'est peut-être une idée toute faite, etc. Ouais. Mais c'est peut-être aussi une difficulté de se rendre compte que finalement, sans alcool, on ne va pas vers l'autre. Et si on ne va pas vers l'autre, il n'y a pas d'ambiance. On ne danse pas, on reste dans son coin, vous devriez aller une fois dans je ne sais pas si vous avez déjà été dans un mariage marocain, mais en tout cas, moi, du côté des femmes, moi je parle, quand je vais dans un mariage de femmes, je peux vous dire que ça danse de tous les côtés, ça rigole de tous les côtés et il n'y a pas d'alcool à table. Voilà. Donc, par contre, on a le ventre bien rempli assez tardivement, c'est une autre type d'addiction. Mais... Ce qu'il n'y a pas quand on est entre femmes, c'est la difficulté d'aller vers l'autre sexe, par exemple. Tout à fait. Et ça, c'est une difficulté qu'on doit trouver une manière de surmonter. Ouais. C'est une difficulté fondamentale, évidemment. Et puis, il y a d'autres produits aussi que l'alcool. L'alcool, c'est évidemment notre drogue sociale. Ici en Europe, mais évidemment qu'il y a d'autres produits en fonction d'autres cultures, c'est clair aussi. Mais moi, dans ma patientèle, j'ai souvent remarqué que les personnes qui ont des difficultés avec l'alcool, c'est souvent des personnes qui sont très timides. Et c'est vrai que ça rejoint très fort ce que vous dites, en tout cas dans les patients que j'ai, puisque je suis psychologue de première ligne, on voit souvent des personnes qui sont extrêmement timides et qui... l'alcool leur permet vraiment de pouvoir aller vers l'autre et de discuter avec l'autre et de se laisser complètement aller, et on est dans cette désinhibition en effet. Tout à fait. Ouais. Et ça mais c'est pas que pour les timides. Alors les timides doivent en prendre un peu plus, mais tous les hommes presque ont du mal à aller draguer sans avoir bu un verre d'alcool. On ne sait plus comment draguer de nos jours. Et alors maintenant sur Internet, c'est un peu plus facile, parce qu'on est plus loin. C'est une technique, etc. Mais voilà, ça c'est une difficulté. Est-ce que ça marche cette technique de drague sur Internet ? Moi, je ne crois pas que ça marche. Je ne suis pas convaincue de cette technique-là. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. On a de plus en plus de mal à se connecter les uns aux autres, et on se connecte peut-être via les réseaux, mais on est dans la vraie réalité, la vraie vie, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai que l'utilisation de certaines substances ou la réunion autour de peut-être certains sujets peuvent nous rassembler, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué. Et même pour les jeunes, être en contact les uns avec les autres, c'est plus compliqué. J'avais envie qu'on aborde aussi ensemble le sevrage, parce que c'est quand même quelque chose qui revient dans les questions aussi des auditeurs. Et du coup, par rapport aux personnes, je reviens vers Dr Ndé, les personnes qui essayent d'arrêter, quelles sont les difficultés qui leur empêchent d'arrêter, et comment on fait pour être sevré du tabac finalement ? Qu'est-ce qui pourrait empêcher ou mettre à mal le sevrage du tabac ?
Alors, le sevrage, la difficulté des fumeurs, en tout cas dans ma patientèle, on va dire, qu'ils évoquent souvent, ce sont les mêmes causes qui les amènent à fumer finalement, pour la plupart. Hein. Donc, on va ici au début de l'émission, Monsieur Georges, qu'est-ce que Monsieur Boucher. C'est incroyable. Georges Louis, c'est un autre. C'est incroyable, ce lapsus. Monsieur Boucher. On en a rigolé juste avant l'émission. C'est pour les auditeurs, ils sont pas au courant de tout ce qu'on rigole en off. Ça, vous savez qu'il trotte dans ma tête de temps en temps. Donc, Monsieur Boucher, lui, il a fait allusion aux problématiques professionnelles, en milieu professionnel. Et ça, effectivement, on a des gens qui se plaignent de cette difficulté parce que il y a les problèmes professionnels, il y a aussi les problèmes au niveau de la famille. Mais donc ce monsieur, c'est pas toujours le patron, hein, ça peut être aussi les collègues. C'est souvent un batching des collègues qui fait que certaines personnes sont mal au travail, et donc qui fument encore des plus belles, ou alors n'arrivent pas à arrêter alors qu'elles étaient déjà dans un processus d'arrêt. Et donc il y a ces facteurs causaux qui sont toujours sur place, qui font émergence et qui les poussent encore à fumer. Ou alors ça peut être tout simplement la situation familiale, le conjoint ou la conjointe qui vient de s'en aller, la séparation. Donc, les mêmes causes de départ du tabagisme sont parfois à l'origine de la difficulté d'arrêter. Donc, quelqu'un et même des rechutes d'ailleurs finalement, parce que on a un phénomène qui se produit alors qu'on avait arrêté de fumer, on se remet à fumer. Et donc, c'est tous ces problèmes qui créent finalement un stress, qui créent une difficulté, une souffrance et une perte d'une personne aussi. Il y a tous ces phénomènes qui font souvent on voit relationnel. Vous parlez beaucoup de relationnel, je trouve. On parle beaucoup de relationnel finalement pour des problématiques de dépendance, qui est quand même et donc assez tout cela entraîne effectivement des difficultés chez les fumeurs. Maintenant, à côté de cela, je ne sais pas si ça fait partie vraiment de ces causes. On a aussi des fumeurs et je suis vraiment déçu d'entendre parfois certains fumeurs qui pensent à arrêter de fumer, mais qui ont peur d'arrêter de fumer parce que ils ont un collègue ou un ami qui a arrêté de fumer et qui a développé un cancer. Ils se disent c'est parce qu'il a arrêté de fumer. Il y a vraiment des gens qui pensent que s'ils arrêtent, ils vont tomber malades. Il y a des fausses croyances, mais aussi pour l'arrêt de la cigarette, on grossit. Voilà. Je vous le dis. Voilà, moi, je suis une femme, hein, donc je suis en plein régime et tout, donc moi je le dis, franchement, c'est déjà galère. Alors en plus, quand on arrête de fumer, paf. Donc il y a ces gens qui privilégient leur situation qui n'est pas immédiate parce que le fumeur ne voit pas tout de suite le problème. Et monsieur Boucher l'a dit. Au début, effectivement, on ne privilégie pas notre santé physique. On se dit, moi, je règle un problème actuel et j'ai besoin de ma cigarette. On ne se rend pas compte que dans quelques années, on va développer une bronchite chronique, un cancer éventuellement, etc. Donc, on se dit, dans l'immédiat, ça me règle ce problème de mon collègue qui m'embête, de mon conjoint qui est parti, etc. Et donc, on est dans cette situation et ça entraîne une véritable difficulté parce que on n'a pas une vision lointaine de la conséquence de notre tabagisme. Vous voyez, et donc tout ça entraîne des difficultés. Et qu'est-ce qui favorise alors le sevrage ? Qu'est-ce qui va aider le sevrage ? Alors, le tabacologue, déjà. Je ne prêche pas dans ma synagogue, comme on dit souvent, mais honnêtement, le fait d'être accompagné aide beaucoup. Ouais. Quand une personne a déjà eu ce déclic pour arrêter de fumer et qu'elle se rend spontanément à la pharmacie pour chercher un médicament, par exemple, ça veut dire que c'est déjà le moment. Malheureusement, il faut se faire accompagner et non pas aller tout de suite dans l'automédication. Parce que c'est une maladie, c'est une pathologie, hein, le tabagisme, sans stigmatisation. Hein. C'est un phénomène qui est réel, physique aussi. Il y a l'aspect comportemental, psychologique, mais il y a l'aspect physique réel avec les récepteurs nicotiniques qui se sont développés au niveau du cerveau. Donc, on a parfois besoin d'un médicament et donc d'une consultation avec une prescription. Et donc, il est important de se faire accompagner pour faciliter cet arrêt de tabagisme. Si on y va seul, c'est vraiment comme... Je ne comprends d'ailleurs pas. Il n'est pas possible qu'on ait une vraie maladie et qu'on aille se faire soigner tout seul. On va souvent se faire consulter. Mais je ne comprends pas qu'un tabagique, qu'un fumeur veuille le faire spontanément alors que c'est un problème réel. Oui, c'est compliqué au niveau physique aussi pour le sevrage. Il faut se faire accompagner par un tabacologue. Oui, on a compris maintenant. Et donc, je rappelle aux éditeurs qu'il y a la SBL Prevent et qui est à Molenbeek, hein, c'est ça ? Tout à fait. Donc, je voulais revenir vers Dr Khalil aussi par rapport au sevrage. Et donc, finalement, est-ce que le sevrage existe aussi chez les enfants ? Est-ce qu'il arrive qu'on doive soit hospitaliser, soit amener à s'organiser différemment pour aider les enfants à être sevrés de certaines addictions ?
Oui, tout à fait. Donc, notamment les ados, les grands ados sont sujets à des addictions comme les adultes, donc malheureusement d'alcool, de drogue, cannabis. C'est pour ça que à Bruxelles, depuis quelques années déjà, il y a eu une clinique du cannabis. C'est vraiment un produit qui a été fort distribué malheureusement chez les ados. Et puis il y a eu tout ce qui est drogue aussi chimique, de synthèse, etc. dans les fêtes, les regroupements d'ados, etc. Maintenant, enfants, plus de primaire, je pense que la grosse addiction, elle est plutôt donc digitale et numérique et au jeu. Leur âge en général facilite la gestion quotidienne, fait que les parents arrivent un peu à prendre le dessus. C'est à l'adolescence où là, voilà, les parents expriment un niveau un peu de « mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Il est plus grand que moi. » Et les parents sentent que s'ils lui retirent le GSM ou quoi, là, il peut tout casser. Il y en a, ils cassent tout à la maison. Il y a danger. Il y a danger que ça soit cassé ou des menaces de se faire lui du mal, etc. Ouais. Donc, de nouveau, je rejoins Monsieur Dr Ndé, il faut se faire accompagner par des professionnels et il y en a, je dirais, dans ce domaine-là. Maintenant, il y a aussi la clinique du jeu qui s'est développée, je crois, à Bruckmann. Oui, la clinique du jeu. Il y a maintenant même limite une spécialité un peu d'addictologue qui voit le jour et qui, voilà, c'est des gens qui essaient vraiment de développer des outils spécifiques. Mais voilà, on peut, mais je pense qu'il faut rester sur une vision globale. Et parfois, c'est bien qu'on se spécialise, mais parfois on perd un peu la vision de la globalité. Donc, ça reste un problème où, selon moi, tout professionnel de la santé mentale est habilité pour gérer, parce qu'on revient de nouveau à la gestion des émotions, on revient à l'origine du problème, on revient... Dans ma pratique, je constate que la notion de sevrage, je pense, chez les enfants et les ados, d'un point de vue intensité des symptômes, est quelque chose qui reste... gérable et dans la durée, je pense, beaucoup plus courte que chez les adultes. Les enfants, par définition, s'adaptent très vite. On peut avoir quelques symptômes de manque, mais qui peuvent disparaître au bout de quelques jours. Heureusement, c'est des addictions, je dirais, avec des produits qui n'ont pas... Il n'y a pas de nécessité d'accompagnement médical comme pour l'alcool ou d'autres drogues dures où là, la toxicité fait qu'il faut prescrire des médicaments pour arrêter. Là, heureusement, il n'y a rien à prescrire. On va être plutôt dans une prescription thérapeutique, dans la mesure où il va falloir remplacer, je dirais, on ne va pas juste enlever le jeu, tout éteindre, tout casser et tout, le laisser comme ça face au néant. Surtout que c'est souvent des enfants qui ont oublié ce que c'est jouer, qui ont oublié ce que c'est sortir avec les autres, ils ont oublié ce que c'est descendre en bas au salon et faire une activité en famille. Donc, il faut les accompagner aussi. Et moi, je conseille vraiment, dans les premières étapes d'accompagnement, d'abord une étape un peu de déculpabilisation de l'enfant, du jeune et de la famille, dans la mesure où j'estime que tout le système est victime. Oui. Victime parce qu'il est cible d'une consommation d'un produit. C'est un client qu'on a ciblé, à qui on a vendu des produits. Et souvent, on travaille d'ailleurs avec les parents. Le paradoxe un peu de c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Mais en même temps, c'est les parents qui ont mis des écrans dans toutes les chambres. Donc, à un moment donné, vous n'êtes pas d'accord qu'il soit autant sur l'écran, mais pourquoi en mettre un dans chaque chambre alors qu'ils n'ont pas l'âge où c'est vraiment nécessaire. Idem avec l'alimentation, on va dire arrête. Et quand on fait les courses, j'ai travaillé aussi pendant tout un temps à la clinique d'obésité, on va aussi un peu travailler ce paradoxe avec les parents qui ne changent pas leur habitude alimentaire et attendent que les enfants le fassent. Oui, tout à fait. C'est un tout, c'est une prise en charge globale. Oui.
Comme on fait chez Globule. Exactement. Et donc ça, c'est un peu l'idée d'agir sur plusieurs axes. Plusieurs axes. Ouais. Ok, super. Donc, chers auditeurs, on va s'arrêter un court moment et nous allons vers la dernière partie de notre émission. Donc, restez là. On va profiter de nos spécialistes pour avoir quelques conseils sur le suivi, la prise en charge des addictions. Donc, je vous dis à dans quelques instants sur Arabelle FM au 106.8. Vous êtes de retour dans votre toute dernière partie de l'émission Santé pour tous. Nous sommes avec 3 spécialistes. Nous parlons d'addiction et donc juste avant la pause, nous avions parlé du sevrage avec les enfants, mais aussi concernant le tabac. Du coup, Monsieur Boucher, je reviens un tout petit peu plus vers vous par rapport au sevrage aussi. Quelles sont peut-être les étapes? Que pourrions-nous dire à nos auditeurs pour aller vers un sevrage par rapport à des addictions, par rapport à certaines substances? Alors le sevrage, ça c'est aussi quelque chose d'assez compliqué et qui relève parfois aussi un petit peu du mythe. Donc le mythe serait, voilà, on va sevrer la personne, on va lui retirer les molécules de la drogue du corps et après il est comme neuf, sorti de l'œuf, etc. Donc il repart à zéro. Donc, et on se rend compte, en fait, surtout avec certains produits, que il y a ce qu'on appelle fréquemment des rechutes. Donc, c'est-à-dire que la personne est sevrée, il est sevré de l'alcool, de l'héroïne, de la cocaïne, Dieu sait quoi, mais assez rapidement, ou du tabac aussi, on voit ça souvent, les rechutes. Donc, boum, le produit revient, on recommence à en consommer. Alors, par exemple, pour donner un exemple, il arrive que des SDF qui consomment énormément d'alcool, on les envoie à l'hôpital, ça dure des mois, on fait un sevrage assez long. Et puis qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes? Je vous le donne en mille, c'est véridique. On les renvoie à la rue. Ah oui. Alors, à quoi ça sert tout ça? C'est comme si, de nouveau, leur contexte de vie ne comptait pas. Donc, c'est de nouveau tout à fait nier ce qui fait que cette consommation, elle existe. Alors, évidemment, quand on n'a pas de logement, qu'on est dans des conditions très dures d'existence, etc., l'alcool, il va être super important pour vous aider à supporter ça, physiquement, mais surtout psychiquement. C'est tellement là. Honte, c'est tellement aussi une manière d'être proche des autres SDF que l'alcool, vous pouvez juste pas vous en passer. Donc, sevrer ces gens et puis les remettre là, c'est un non-sens, évidemment. Alors, ce qui est valable pour les SDF, malheureusement, il est valable aussi pour énormément d'autres personnes qu'on va faire du sevrage, parce que simplement, on est toujours dans ce mythe que c'est le produit qui crée le problème. Mais c'est donc nier, comme je le disais en début d'émission, le besoin même de la personne. Le SDF a un besoin très fort, mais la personne qui consomme de la cocaïne, elle a un besoin tout aussi fort, mais très différent. Évidemment, la personne qui va consommer de l'héroïne, c'est encore autre chose, etc. Mais donc, c'est ça qu'il faut travailler. Donc, en même temps, et donc ça demande un travail évidemment en parallèle. Et le plus important, de loin, c'est un travail d'accompagnement pour que soit le SDF ne soit plus en rue et trouve effectivement un logement, une raison d'être sociale, un rôle social que la société lui a pas donné. Donc ça, c'est fondamental. Alors, on pourra effectivement envisager l'arrêt de l'alcool. Mais il ne faut pas mettre, comme on dit, la charrue avant les bœufs et dire on va d'abord arrêter l'alcool et puis on va remettre en rue et là, il va être tout neuf et il va se trouver un boulot, etc., etc. Évidemment que non. Il n'est pas en rue parce qu'il est alcoolique. En général, c'est parce qu'il a de nouveau une problématique qu'il n'a pas su régler autrement que par l'alcool. Et donc, c'est ça qui est fondamental à tout niveau, c'est réfléchir qu'est-ce qui se passe pour la personne avant de dire c'est le produit. Donc pour les jeunes, c'est souvent, on l'a dit déjà, mais des problèmes familiaux, des problèmes d'orientation scolaire, des problèmes d'identité peu positive ou peu affirmée pour de multiples raisons. Et c'est ça qu'il faut travailler. Et puis quand on a travaillé ça, normalement le produit déjà il est presque plus là. Parce que vous avez donné effectivement une raison d'être au SDF, une bonne formation aux jeunes, etc. Et que donc il a pu régler son problème sans avoir plus besoin
de l'alcool, du cannabis, de l'héroïne, etc. Et c'est ça qu'on observe à chaque fois, c'est que si vous intervenez sur le contexte de vie, eh bien vous allez réduire la consommation parce que vous réduisez le besoin. Et c'est comme ça qu'il faut, selon nous, évidemment, prendre les choses et non les prendre par le biais du produit qui serait tout puissant sur la vie du consommateur, quoi. Et donc, Dr Khalil, vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire que du coup, pour travailler sur l'addiction, c'est un travail global et peut-être multidisciplinaire aussi. C'est-à-dire, on va devoir faire intervenir peut-être des assistantes sociales ou accompagner la famille ou travailler sur le sens que ça a, cette consommation, et pas que sur le produit. Par rapport aux enfants et aux familles, est-ce que vous aussi, vous travaillez de cette manière-là lorsqu'il y a une addiction chez l'enfant, chez le jeune? Tout à fait. Donc, la pluridisciplinarité est pour moi quasi une obligation, pas un luxe, parce que c'est vraiment très très rare de trouver des situations où c'est un seul regard qui suffit. J'explique souvent dans ma pratique que les problématiques sont plurifactorielles. Par définition, il faut être pluridisciplinaire pour agir dessus. Donc, soit on est pluridisciplinaire physiquement, soit on compense ça avec une approche pluridisciplinaire en complétant les formations, les regards, et pas rester sur une seule vision, une seule lecture. Et on l'a dit depuis le début, c'est une problématique où il y a différents facteurs. Et donc, si on n'agit pas sur tous les facteurs, il y aura des rechutes, il y aura des échecs, ou il y aura d'autres problématiques à côté. Vous êtes aussi dans un accompagnement, alors c'est vraiment ça. Ouais. C'est de se dire, on peut aussi parfois accompagner les familles et de voir un peu le contexte dans lequel la personne qui consomme à ce moment-là évolue. Tout à fait. Donc, il a été nécessaire à un moment donné de créer cette entité clinique et tout ce qui est diagnostic est avant tout administratif, mais d'un point de vue, travail et clinique, c'est l'approche globale, pluridisciplinaire, peu importe le diagnostic. Il y a une famille derrière, il y a un système, il y a des émotions, il y a un environnement, il y a une histoire, donc c'est prendre en considération tout ça. Donc ça, c'est une fois que la problématique elle est là. Et de nouveau, comme le dit le dicton, il vaut mieux prévenir que guérir. Il y a vraiment un très 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 beau et énorme travail à faire en termes de prévention, d'où de nouveau aussi le projet qui me tient à cœur, que j'ai lancé, parce qu'à un moment donné, on a presque marre de traiter, de voir toutes les situations qu'on aurait pu éviter. Et de dire, il y a moyen peut-être de faire vraiment de la prévention. C'est beaucoup plus facile de faire de la prévention, c'est beaucoup plus gai. Plus facile, entre parenthèses, c'est beaucoup plus gai. C'est un autre travail que se retrouver vraiment face à des problématiques comme ça de dépendance importante. Ça une chose. Alors, pour un peu conclure de mon côté, pour terminer sur peut-être des conseils un peu pratiques, parce que tout à l'heure aussi on se parlait entre nous, on dit tiens, mais comment il faut du coup manger, ou comment il faut aborder la question du numérique. Donc d'un côté du numérique et de l'alimentation, moi je ramène à l'origine. L'origine du numérique, c'est plutôt de rendre service, de connecter les gens, d'aller accéder à l'information. Donc tant qu'on est en train d'utiliser cet outil-là et qu'on n'a pas d'effet délétère, c'est bien. À partir du moment où nous, on est utilisé, là, il faut faire attention. Donc là, ça dépend de l'âge de l'enfant, ça dépend de sa situation, ça dépend de la famille, du rythme de la famille. Moi, j'invite souvent de s'asseoir et de négocier, de réfléchir et dire, un ado va lui dire, tu veux combien de temps, quel jeu, combien ça te suffirait, alors à ce moment-là, combien tu penses que, alors à ce moment-là, on rentre dans une négociation où il y a il y a des enfants qui viennent nous voir, qui sont dans des écoles où il y a déjà beaucoup de travail, etc., où de nature, logiquement, il n'a le temps que le week-end. D'autres enfants avec d'autres problématiques, d'autres profils de famille, etc., ils vont pouvoir, se connecter plus souvent que ceux-là. L'âge des enfants va être beaucoup plus sévère pour des enfants petits jusqu'à 3 ans, où là, ça va être le moins possible ou pas du tout d'écran.
qu'après, on va plutôt discuter de c'est pour faire quoi, c'est pour jouer à quoi, c'est pour regarder quoi, en présence de qui, sous la surveillance de qui. Et donc là, je dirais, il faut être géré ça. Il doit avoir une communication autour de ce qui est fait et mis en place au sein de la maison, quoi. Et même si, il y a des repères durant le confinement, qu'on a beaucoup travaillé avec les familles, qui est vraiment la diversification des activités. Et donc certainement pas rester toute la journée qu'à ça ou n'avoir que ça comme jouet, parce que ça arrive que malheureusement actuellement des enfants ils disent tu joues à quoi? Tablette. Les jeux symboliques ont disparu, on fait plus semblant, on n'imagine pas, on ne crée pas, et donc à terme on a des enfants en effet qui ne savent pas jouer parce qu'ils n'ont plus d'imagination. Et donc la bonne utilisation de ces outils, je dirais numériques, au niveau de l'alimentation, revenir à l'origine de l'alimentation qui est nous nourrir, et donc se dire qu'est-ce qu'il y a de nourrissant dans ce produit-là, et donc nous nourrir, nous donner de l'énergie pour entreprendre la vie, pour je dirais chercher son but dans le but de la vie, le sens, etc. et faire ce qu'on a à faire et avoir du plaisir à le faire. Et donc moi je résumerais ça en disant c'est quelque chose en tout cas dans le discours. Par exemple, on travaille avec les familles de toutes les cultures et de toutes les religions, mais avec tous nos clients musulmans, par exemple, ici on est à Arabelle, on a pas mal d'auditeurs musulmans, on revient par exemple à la tradition prophétique, où on sait que c'est manger, je dirais, dans le temps c'est plus facile, mais c'est manger naturel. On va dire, tu vas faire comme le prophète, tu vas manger que du naturel et tu vas manger en petite quantité. Hein. C'est un peu ça le slogan à ce moment-là de se dire, on mange des petites quantités, on ne va pas manger jusqu'à se rassasier. Et ça, c'est quelque chose qui tend plutôt vraiment à disparaître. Et on n'est plus que dépendant au sucre, on est dépendant à l'alimentation. On mange, à peine on a fini, on pense déjà au prochain repas, ce qu'on va faire ou ce qu'on va manger, etc. Or, on a besoin de beaucoup moins que ça. Hein. Et ça, les études le montrent, et le monde alimentaire nous montre ça, et même les plantes nous montrent ça, que des plantes qui ont été privées vont être des plantes de meilleure qualité. Une huile d'olive va être meilleure qualité si elle a été dans un environnement, elle a été privée, ou elle a dû un peu lutter. Donc, l'excès alimentaire est quelque chose de mauvais pour la santé. Donc, mangeant naturel, ça c'est vraiment pour résumer, naturel, c'est le contraire d'industriel, pour que je sois clair. Donc, mangeant naturel et mangeant en petite quantité. Boire de l'eau aussi. Voilà. C'est naturel. Voilà, c'est manger naturel. Ouais. À partir du moment où on ne va pas boire autre chose, croyez-moi, on va boire de l'eau. C'est quand il y a la concurrence qu'on ne va pas boire de l'eau. Et donc, manger naturel et en petite quantité, et au niveau donc du numérique, il est prévu qu'on fasse une émission diététique, nutrition, etc. Donc on va pas spoiler les futurs intervenants. Mais du coup, merci Dr Khalil pour tous ces précieux conseils. Donc je rappelle aux auditeurs que Dr Khalil est disponible via la plateforme Globule, et donc je vous invite à aller le voir. Je reviens vers vous, Dr Ndé, par rapport au tabac et l'arrêt du tabac en tant que tabacologue, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à nos auditeurs aujourd'hui? Alors, pour le tabagisme, pour dire en 2 mots, ce ne sera pas vraiment 2 mots, mais en fait, il y a 2 façons de pouvoir arrêter de fumer. Il y a une approche dite médicamenteuse, c'est comme ça que moi je classifie, et une approche dite non médicamenteuse. Dans le médicamenteux, je vais proposer éventuellement des molécules. Il y en a 3 essentiellement. Le fameux IBAN qu'on connaît, je préfère le nom scientifique qui est le bupropion. Il y a le Champix aussi, qui est la varenicline, et il y a la nicotine. Voilà les médicaments essentiellement utilisés pour arrêter de fumer, et ils sont vraiment efficaces, évidemment, dans une approche plus globale, puisqu'il y a une consultation. Il ne suffit pas juste de dire on fume, on prend les médicaments. Il y a une consultation. Donc, il y a ces approches. Du coup, ça vous arrive de travailler avec des psychologues, en collaboration avec d'autres intervenants oui, absolument. Voilà. Et j'en viens justement à l'approche dite non médicamenteuse. Ah, voilà, c'est ça. Et ça, le psychologue intervient. D'ailleurs, il y a beaucoup de tabacologues, psychologues. Oui. Cette approche est quasiment incontournable dans l'arrêt du tabagisme. Et même quand on n'est pas orienté psychologie, on a quand même des interventions psychologiques, on a des propos. Et donc, ces approches dites non médicamenteuses, c'est toutes les approches possibles qui peuvent aider et pour lesquelles le tabagique, le fumeur est ouvert. Et là, on a tout ce qui est méditation, pratique sportive, accompagnement psychologique, de relaxation, etc. Il y en a même qui réussissent. Et j'ai eu un patient qui, avec une consultation de comment ça s'appelle, j'oublie
Méditation? Non, la méditation, elle est déjà citée, mais c'est l'hypnose. Voilà. Ah oui, avec l'hypnose, il paraît que ça marche bien, ça, l'hypnose. Avec une séance à arrêter de fumer, il y a aussi tout ce qui est acupuncture, il y a l'aromathérapie qui est aussi fantastique. Donc, il y a tout ce qui est non médicamenteux et on peut combiner les deux. Maintenant, il y a la fameuse vapote que je classifie dans les deux groupes selon qu'on y met de la nicotine ou pas. Donc, si on y met de la nicotine, je considère que c'est une approche médicamenteuse. Et si c'est juste pour le geste, c'est non médicamenteux, mais ça marche aussi très bien. Et donc, ce que je dois retenir avec vous trois aujourd'hui, c'est que c'est une approche très globale de la prise en charge des addictions, que c'est un accompagnement finalement pour pouvoir arriver à s'en sortir. Je remercie nos invités d'avoir été présents aujourd'hui. C'est un sujet très large et donc qui mériterait bien plus que 2 heures. Je vous rappelle que Monsieur Boucher est aussi disponible chez Infordrogue, donc si vous souhaitez plus d'informations, on peut vous retrouver là-bas. Il y a aussi une ligne téléphonique toute la semaine, 02 227 52 52 et des consultations. Donc voilà, ça reste disponible tant pour les familles que pour les consommateurs. Voilà, je vous dis à tous à bientôt. La semaine prochaine, nous aborderons un autre sujet. Donc, vous pouvez retrouver l'émission Santé pour tous sur la chaîne YouTube de l'Espace Santé Famille. Et nous serons là tous les samedis avec vous de 14 à 16h. À bientôt. Bon week-end. Merci. Au revoir. Au revoir.